Morning, everyone, and bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. I'm Olivia Ngou, the Global Coordinator to CS4ME, and I'm here with my whole team who works every day to ensure that we can provide you with the meaningful information and knowledge that you need to be effective advocates in the malaria fight. So I would like to start by saying that as we reflect from the past year, I'm filled with gratitude for each and every one of you, particularly members who are very active on our different networks and groups. So to all of you who have sent updates about your malaria program, who have participated to our advocacy campaigns, who engage in the group discussions, who share what you think is important, and also who make sure every single time you are present and you are there in our workshops, in our trainings, conferences, but most importantly, in your country, every day you work tirelessly to increase advocacy about malaria to ensure that the needs of the communities affected by malaria are prioritized. To all of you who work with your National Malaria Control Program, your Minister of Health, your health districts, your community leaders, women, children, youth, to ensure that malaria is a priority and everyone has access to life-saving tools. I really want to say thank you for your action and for your dedication and for your tireless efforts in the fight against malaria. We are proud to have all of you as a member, and we know that together we will achieve significant milestone and will really make a real and a true difference in the life of communities affected by this deadly disease. So your passion, your commitment, and collaboration have been instrumental in our success, our collective success, and we look forward ahead to the new year. It's going to be a very important year, a very critical year for the fight against malaria. As you know, this year will be the year of the Global Fund replenishment. It's also the year of the Gavi replenishment, WHO replenishment, and other key moments where it's going to be important to hear from advocates, from civil society, from community affected by malaria, so that together we can tell the leader of the world that it's not acceptable to not have a fully funded Global Fund, Gavi, or WHO, and other mechanisms that support the malaria fight. And we know that we will continue to engage our local and national leaders so they can follow up and follow through the Yaoundé's declaration. As you know, more than about 10 countries signed up the Yaoundé's declaration. And in that declaration, they have committed to increase domestic funding, to increase multi-sectoral approaches, and to also ensure that we can reach our goal to eliminate malaria. So even if your country has not signed yet the declaration, you as a civil society malaria advocate, you can really push for your country to look at the declaration and to send their commitment or sign on or ask WHO that they want to sign this declaration that is very a key moment in the malaria fight. So if you don't have the Yaoundé's declaration about malaria, please drop us a message on the chat. We will make sure to send it to the chat today during this meeting, because everyone has to know what country are committed to. And like I say, if your country has not signed, you can make your country sign. And most importantly, you can follow up with your country after the signature. And we all need to work together to follow up, to keep our government accountable, and to ensure that we can reach our malaria elimination goal. I have a lot to say. I can talk for a whole day about malaria, about the important role that
we all play as civil society organization, being the voice of community affected by malaria. But I will stop there because we have a full agenda with great experts, and we really thank them, thank all the experts, thank all our partners who have been supporting this work. And at the end of the meeting, we are excited to share a new initiative that we will launch within CS4ME. My colleagues will share that. And because today, as we are speaking today, there is a scientific facts and data really showing how climate change affects malaria. It is a serious issue and is affecting, as most of you know, primarily and then mostly the seasonal chemio malaria campaign and many other life-saving interventions. So we will talk about that at the end of the meeting, where we'll be happy to announce this new initiative of CS4ME around climate change and malaria, and look forward for a great meeting. So to all the new members, welcome. This is the CS4ME family. We are here to learn from each other, to build each other capacity, to coordinate effort, and to be united under one voice to make sure that we can be heard by global leaders. So welcome to new members, and we look forward to work with you, but most importantly, to have real impact at the community level in the fight against malaria. Thank you all, and I'll pass over to my colleague who will monitor the meeting today and announce the next speaker. But I also just want to show quickly, we have a full team of CS4ME and Passionate colleagues. You guys want to say hi? Hi. So there are a lot of people here in this room. It's because I'm not the only one. There are a lot of people working. You have Sorel and Fidel working really hard every day to answer all of your messages, all of your emails, your complaints, your everything that you do every day is you have real people behind those computers. So let's make sure, from now on, we also want you to be really kind and gently to them. When you speak to them, when you ask them for requests and for documents, please be nice, because they do have a lot of work, they do have a lot of pressure. So we really want to make sure that they can continue to support you. But let's just be all very kind and nice to each other, because we're going to need it. It's going to be a tough year, 2025, with the global political environment. So we're going to need to be working strongly together, being nice to each other, and ensure, most importantly, that we reach our goal. So thank you all, and Happy New Year. Guys, thank you. So I'm passing the floor to the people who are doing the real work. Thank you so much, Olivia. Merci beaucoup, Olivia. Merci à tous les membres qui sont connectés déjà. Nous avons déjà plus de 70 membres connectés pour cette réunion annuelle des membres CS4ME. Merci beaucoup, merci. Nous invitons les autres à partager le lien aux autres membres dans leurs pays respectifs pour qu'ils puissent nous joindre et qu'on puisse avancer dans l'agenda très chargé de cette réunion, mais très instructif au cours duquel nous allons énormément apprendre. Juste pour rappeler que c'est une réunion bilingue, nous avons une interprétation en direct, en français et en anglais. Donc, pour toutes les personnes qui s'expriment mieux en français, vous pouvez, lorsqu'on parle en anglais, vous pouvez switcher et choisir lorsqu'on parle en anglais, on vous switcher et vous choisissez la langue d'interprétation, et vice-versa pour tous les membres et les participants qui s'expriment mieux en anglais. Donc, sans plus tarder, on va passer la parole à M. Ayo, un membre du Steering Committee de CS4ME, pour qu'il puisse nous donner le mot d'ouverture de cette réunion annuelle des membres CS4ME. Une fois de plus, merci à tous, et n'hésitez pas à vous présenter le chat box lorsque vous entrez, en nous donnant votre nom, le nom de votre organisation et surtout le pays à partir duquel vous êtes connecté. So, Mr. Ayo, please, you have the floor for the opening remark. Thank you so much. Over to you, Mr. Ayo. Good morning
Please, can you hear me? Yes, very well. Thank you very much. Thank you so much, Madam Olivia, and thank you for all the staff and experts of CS4ME for the work that you do. Olivia, thank you so much for that short welcome. Insightful is it? On behalf of the steering committee of CS4ME, I want to welcome all of you to this annual meeting. And I will start that by thanking you for the great work of the past year, 2024, in various countries. CS4ME is effective because you are effective. We have a platform to speak, to represent you, to advocate for you, because in our various countries, you are all working and delivering results. So thank you very much. Just like Olivia said, 2025 promises to be a very challenging year. There's a lot of changes in global political leadership. There are a lot of changes in the health architecture. And yet in this year, 2025, we are having a replenishment for Global Fund, for Gavi, for WHO, three institutions that really affect the status of our health and the health of our people in the countries that we represent. With the challenges that are coming before us, it gives us also the notification that we have to step up our game. We have to think deeper, we have to plan more, we have to work together, and we have to be committed to getting results. And I'm sure we can do it. We should not be intimidated or afraid of any news that we hear. But let's also think within all of these happenings, what do we do? And how do we navigate to achieve our own objectives? Next, there's something that we need to emphasize from the international levels to the national levels, right down to community levels, which is that malaria is a community-based disease. It does not matter so much the investments that we have, the expertise, the work of the scientists, the entomologists, our leaders, the strategic planning, the data analysis, all the good things that they do. If it is not owned, accepted, and impacting the communities, like I said, malaria is a community-based disease. Therefore, the interventions to malaria have to be community-based, community-led, and community-owned. We need to come more strongly on this, speak clearly, and ensure that in our various countries at national level and sub-national levels, that the voices of the communities are heard and represented at decision-making levels. For this to happen, civil society organizations have to work together in coalitions and networks so that we will be able to have a seat at the table and really be representative. Lastly, I will say that 2025, please let's engage from the sub-national levels to the national levels to the international levels and ensure that the needs of the communities and the peoples that we represent are well heard and taken care of. We look forward to very good collaborations this year and hope that from our countries, we'll be having inter-country relationships and inter-NGO relationships, and together we'll do it. Once more, let me thank Olivia. Olivia, you have really done a magnificent work on putting the civil society in malaria on the global map. And we continue to pledge to work with you and other leaders so that we will achieve the goals and aims of eliminating malaria in our countries and our communities. Thank you very much all. Thank you. Welcome. Thank you very much. Thank you for Ayo. Thank you, Ayo. Thank you for your remarks. Ayo is a great leader for malaria. He's coordinating more than 1,000 organizations in Nigeria, and they are doing an amazing work, especially on community-led monitoring. So if you need
an expert on community-led monitoring or community engagement in malaria, please reach out to Ayo. He is also a great leader of our steering committee. So thank you very much, Ayo. Thank you for your remarks. So now next, sorry, before we start, we want to please take 1 minute. We're gonna take 1 minute of silence. Unfortunately, this year, this December, we have lost one of our colleagues, advocates. Is sorry, 1 second, we'll make sure to put that on. Unfortunately, this year, we have lost one of our colleagues, advocates. His name is Alain Patrick Fouda at Tangana. He was a great leader, especially in the fight against HIV. He created one of the first youth network of young people living with HIV called Recage Plus. And he has been one of the great advocates for the Global Fund replenishment, for HIV and AIDS, including malaria and tuberculosis. We are very, very sad to have lost him this past December, but we want to just take 1 minute, please, to honor him, to honor his memory, and to make sure that he knows that we will continue the fight that he fought. And at his very young age, he was able to achieve milestones and remarkable success. So please, let's take 1 minute for Patrick. Thank you. Thank you very much. Thank you. And we will move on with the agenda. Thank you. Merci beaucoup, Olivia. Nos pensées vont à l'endroit de la famille de Patrick Fouda. Sans plus tarder, on va passer à la suite de notre agenda. Et on va, de ce pas, donner la parole au Dr. Rob Alastair. Dr. Rob, thank you so much for joining us for this meeting. So we give you the floor to do your presentation. Please feel free to share your screen for your presentation. Thank you so much for the floor. Well, thank you very much. Can you hear me? Yes, very well. Great. It's a real privilege to be here, and I just want to echo a few comments that have been made already. The first is to thank Olivia for her great dedication in promoting the important role of civil society in the malaria response, but also in the partnerships that she has established, including the important partnership with WHO. I don't know, I can't see the slide, so I just wonder, are you able to show the first slide, please? Okay, Doctor, we'll do it now. Thank you. Great. So I've been asked to just outline what civil society needs to know about the World Malaria Report of 2024. And as you know, WHO develops a World Malaria Report each year, reflecting the progress on malaria, the global progress.
And each year we have a special dedicated chapter. And this year was on gender equity and rights. And I'll come to that at the end because that I think is so relevant for this audience, but also relevant for today's world and some of the challenges that we're facing, not just for malaria, but in terms of the health rights space. So next slide, please. Now, these slides will be shared with you all. So I won't go into the details of numbers. I'm just going to reflect the key message and why it's important. So the first, and in fact, I think we've missed the first slide. So can you go back a slide, please? Oh dear. Anyway, that's it. Great, thank you. So first of all, the malaria response is working. We are preventing illness and we are saving lives. And that's quite an important message in an environment where resources are limited. We need to be able to demonstrate that that investment actually has impact. So it's really important to realise that 2.2 billion cases and 12.7 million deaths have been averted between 2000 and 2023, with 1 million deaths averted globally in 2023 alone. Now, that is in part due to the investments made in malaria, but it's also investments in some of the broader socio-economic development, which is also, as you know, critically important for malaria. Next slide, please. And so this slide shows that we're actually seeing progress, both in terms of progress towards elimination, but in some of the higher burden countries like Rwanda, Liberia, and India, we're seeing a significant reduction in cases. So there are examples of good progress. Next slide, please. Yet, despite that, malaria faces some significant challenges, and we can see that there are an increased number of cases, an increased number of deaths that are occurring year on year in a number of countries. And in some countries like Ethiopia, Madagascar, Pakistan, Nigeria, we saw a significant increase in cases. Next slide, please. So with nearly 600,000 lives lost due to malaria, mainly African children, we need to ensure that it is maintained as a public health priority across the world. Next slide, please. And if you look at this slide, it demonstrates the ambition, the green line, where we wanted to see ourselves in 2030 versus the reality, and that there is a big discrepancy between where we want to be and where we're at. Next slide, please. And to a great extent, this is due to the lack of funding for malaria. We're receiving half what's really needed, and that's why it's such an important year to be able to ensure that those that have the resources continue to invest, and those that have an interest in malaria look at ways that we can secure longer term financing for the overall response. Next slide, please. The other challenge is that we're not just facing a problem of resources, we're also facing problems that are contextually determining the challenge. And Michael from Rollback Malaria talks about the polycrisis that we're facing. We're seeing challenges associated with the conflicts, which increase the risk of malaria, the challenges of population migration, and you'll have a conversation later on, and I'm really interested to hear more on the effects of climate. We know that catastrophic flooding in Pakistan, for example,
led to a massive increase in number of cases. And we know that these extreme weather events, which are a consequence of climate change, are going to become more common and more extreme into the future. So these are things that will make it more challenging to tackle malaria. Next slide, please. Other challenges include biological threats, and you're well aware of the risk of spreading antimalarial drug resistance. I was around when we faced the chloroquine resistance and many years ago, and how frightening it was to not be able to treat children with an effective medicine. We cannot afford to be in that position in the future. Next slide, please. And if we look across the piece, it's not just drug resistance. We're also facing other challenges in terms of resistance to pyrethroids, invasive mosquito species, and challenges in terms of diagnostic, and also the zoonotic malaria. Next slide. Saying that, though, progress is being made and we are contending with some of these threats. It's quite remarkable how many insecticide-treated nets have been distributed globally over the years, 3 billion. And what's really important from this slide is that we're now seeing an increased number of nets that can contain or contend with the pyrethroid resistance, so pyrethroid, PBO, and dual-active ingredient nets, which provide us with an opportunity to maintain the benefits of the nets despite resistance. Next slide, please. We're really excited by the vaccine rollout, the malaria vaccine. We have two, the RTSS, the first one, and now R21. And we're able to produce these in big enough quantities so that the supply side isn't going to be the limitation. And we're really excited by the fact that many countries and many communities are demanding the vaccine. This is a really exciting way forward. And at 13% reduction in all-cause mortality, these vaccines are a very important part of the compendium of tools that we have to fight malaria. Next slide, please. SMC has been scaled up across the continent, and that's another opportunity. Next slide, please. And we're seeing more children both diagnosed with malaria and also being able to use treatment such as ACTs. Next slide. Increased access to nets is also getting a bit better towards the more recent years, but it has plateaued off over recent years. It's good to see that IPTP, the management of pregnant women in malaria settings, is also increasing, but we're still well below the numbers that we need. And therefore, we recognise that people are missing out on interventions that they need. Next slide, please. So as I said at the beginning, this was an exciting year for us because we developed a chapter 9, on the importance of gender equity and rights. And based on what I've just said, we're actually clear that people are missing out on interventions that they need. So we considered malaria vulnerability not just looking at biological vulnerability. What we often focus in is on children and pregnant women, very important, and those that are non-immune, but also taking into account that there are other factors like environmental, social, structural, and economic that also make people more vulnerable to malaria. And these factors disproportionately impact on people living in poverty, on indigenous peoples, refugees, migrants, and persons with disability. And the chapter outlines where some of these complexities lie and how these different factors interplay. It also highlights that it's not just about a malaria disease response.
the importance of seeing the multisectoral response, the broader response, and acknowledging, for example, that women with secondary or higher education, the child is less likely to suffer from malaria. It also acknowledges that, for example, Indigenous women and girls experience greater challenges in accessing antenatal care than the general population. So seeing it in that broader sense gives us a better perspective about how we need to respond. Next slide, please. This slide is an example. It takes the example of a pregnant adolescent girl and how she is more vulnerable to infection because she's pregnant, but also because of some of the social and environmental factors, her going and being exposed to bites from infected malaria as a consequence of her daily chores, or her lack of access and use of prevention interventions. But also she faces challenges in terms of accessing quality health and antenatal services. They're not as necessarily available. The lack of services, medicines and health workers. They're not as accessible as she might face geographical and financial barriers to getting services, but also the lack of information and her compromised decision-making. It might not be acceptable because of the lack of respectful care or issues around confidentiality. And all of this leads to substandard quality. The underlying factors that heighten her vulnerability are her economic status, her education, harmful gender norms, her indigeneity, and a context such as conflict, migration, and extreme weather events. Next slide, please. So the report highlights the importance of developing an equitable and effective response. And this was highlighted, and Olivia mentioned it at the very beginning, the importance of African leadership at the Yaoundé Declaration, where they acknowledged the importance of equity and how they would champion an equitable response. It also demonstrates the importance of primary healthcare as a foundation of strong, equitable and efficient health systems. As you remember, primary healthcare isn't just primary care, it's also the real involvement of communities in the response. And I think that the opening presentation about community-based, community-led and community-owned is an integral and essential part of primary care, primary healthcare that we emphasize in the chapter. We also acknowledge the importance of gender transformative strategies that tackle the underlying determinants of malaria and other diseases. And there's a significant proportion of the chapter dedicated to gender. We think it's really important to invest in better data systems and knowledge. And this is about understanding who's left behind, what are the barriers they're facing, and how do you address those barriers? And I come back to the importance of communities and civil society, because they're the ones who have the experiential knowledge and understand who is missing out and the barriers, and can actually provide good ideas around how to overcome those barriers. And it's really critical that we embed equity as a guiding principle in anti-malaria innovation and product discovery. Often the scientists work in their laboratories miles away from where the problem lies and develop good tools, but not necessarily the tools that are most applicable and most equitably developed for future generations. And that's why civil society has an essential role in development of new innovation and research. Next slide, please. This is my last slide, and I'm just going to highlight again the importance of the Yaoundé Declaration. The Yaoundé Declaration was signed last year by 11 ministers of health of the highest burden countries from Africa, and with a focus on no one should die from malaria. So it's real leadership from African leaders, and it's the 11 highest burden countries at the moment, but the principles can extend to all African countries. They signed a declaration, and I do emphasize the point that Olivia made,
is that you should access the declaration and you should be able to discuss this within your countries. And political leaders are talking about signing a commitment, but we must make sure that that commitment is translated into action and resources. And in a number of countries, there's already country dialogue, and I'd really be keen to make sure that civil society is actively involved in that country dialogue. I want to acknowledge Olivia's great work in ensuring that civil society and parliamentarians will have a critical role. COP-MENA, which is the coalition of parliamentarians, is a really exciting agenda to stimulate the important role of parliamentarians in both national and regional responses. So the 7 key actions of the Yaoundé Declaration are strengthening political will, that's key, but then translating it into action and resources, ensuring the strategic use of information for action, and that includes the role of the communities in reporting, but communities in engaging and understanding who's missing out, providing better technical guidance, ensure coordination and a multi-sectoral action, strengthening national health systems, build collaborative partnerships for resource mobilization, research and innovation, that includes civil society, and ensure a functional malaria accountability mechanism, critical to have the voices of communities in the accountability mechanism. We have to move away from accountability being seen as countries responding to global partners to an accountability and an axis between governments and their people if we're going to be successful. I'll leave it there, and thank you very much for giving me this opportunity. WHO are really privileged to be part of the civil society response in any way we can. Thank you so much, Dr. Rob. Thank you so much for your good presentation. Thank you once again. Thank you for this presentation. Yes. You can give a big clap like from the civil society for Dr. Rob. Yeah. It's okay for you, Dr. Rob. 1 clap or 2? Just 1 round. Okay, just one round for Dr. Rob. Thank you so much, Dr. Rob. I think we will have some questions for after this presentation. We will give the floor to, maybe you can take 2 or 3 questions for Dr. Rob after to pass to the next presentation. So we can take, if you have some question, can just hands up and, okay. I think Boubacar Sela have a question. Okay, we have some question in the chat box. So we can give the floor to Boubacar Sela for the first question. Boubacar Sela, vous avez une question pour Dr. Rob? Vous pouvez ouvrir votre micro et parler, s'il vous plaît. Oui, Boubacar Sela, vous pouvez ouvrir votre micro. Votre micro ouvert, vous pouvez parler déjà. Allô? Alors, nous vous écoutons, allez-y. Hello? Oui, nous vous écoutons très bien. Allez-y, Boubacar Sela. Okay, oui, vraiment, merci pour l'orateur. C'est une excellente chose. Mais avec tous ceux qui sont en train de faire aujourd'hui, quel plan ils comptent vraiment développer avec ce que nous venons d'apprendre avec le... Boubacar Sela, vous avez fini votre question? Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Non, je pense qu'on va prendre les questions qui sont dans le chat. Okay. Okay, Dr. Rob, we have some questions in the chat box that we can read this. Okay. I think we have one question from Upendo Ezron, who is asking a question from Tanzania. She said, in mostly community have in their community, most of them have wrong belief in use of net. How the network will help us to provide education in use net in community? I think the question is directed to CS4ME, and why not? Dr. Rob can say something about that, or we can get back to her later. Yeah. Yeah, for now.
Can I just make one comment there, just because I think it's a question. There's somebody want to know the current status of malaria fund to Africa for specific for helping women in pregnancy. The question is coming from Tanzania as well. The current status of malaria fund to Africa for specific helping women in pregnancy. That's how the question is stated. I assume that the person wants to know how is the fund to Africa in order to prevent malaria towards women that are pregnant. Yeah. So I'll just make a couple of quick comments, if I may. So regarding the specifics of how much money goes from global finance to specific areas of malaria interventions, we can give that to you. I don't have it off the top of my head. I think that the critical thing for me is it's a great question in the sense of two issues. Number one, how do we make sure that the right mix of interventions are being properly funded at country level so that you're getting the most sustainable and equitable benefit? And we know that interventions like IPTP, intermittent preventive treatment for pregnancy, is a very effective use of resources and actually has a very big impact. And the investment in terms of the drug is very small, but the importance is to both invest in antenatal care and the health system that's going to be critical for the delivery. So in addition to seeing this as an important part of the malaria financing, it's also an important part of financing good primary health care and good antenatal care. So that's the first thing to say. The second is that in circumstances like this, it shouldn't be just seen as what's the global finance. It should be seen as how do we ensure that there is an effective investment domestically and internationally. And our strategy based on the Yaoundé Declaration, where there is a commitment made for investing in malaria, but also investing in health systems from a domestic perspective, and how that then is facilitated by additional predictable finance that is aligned with the priorities of country. That's what the Yaoundé Declaration says is going to be key. So I hope that answers the question. But if you want detail, we can provide more detail on the specifics in terms of the relative finance for one intervention versus another. Okay, thank you so much, Doctor. I think I'm going to ask another question. I'll make myself the voice of the civil society today. And considering that we have the opportunity of having you for this meeting and knowing that you have a more broader and big picture of the global health, and considering that 2025 is a critical year for us in malaria and all other diseases, we would like to know what can be your advice for CS4ME as priority for this year. What do you think that we have to prioritize as a network of civil society? Well, it's a really because this meeting is an opportunity for us to frame what we are going to do this year. Great. So I think that the first thing is to say that if there are any opportunities associated with the Yaoundé Declaration in your country, so what happened in Nigeria, for example, is that following the Yaoundé Declaration, the Minister of Health, the Honourable Minister Pate, convened a malaria conversation in country to develop a 9-point plan to take on malaria within Nigeria. Civil society needs to be at the table. It's critically important. And so that's the first thing. If there is a follow-up Yaoundé Declaration in your country, there needs to be civil society representation. Secondly,
Whilst the Global Fund needs to have people advocating for the importance of malaria financing, and your voice really counts because you are as an important part of the global architecture, and you have representation at the boards, you have representation at RBM, and it needs to be clear that there is a voice of civil society that accompanies some of the other voices. I think it's also really important that your voice of advocacy is at the country level to make sure that ministers are aware of the importance of demand for good malaria financing, that there is a commitment for increased primary healthcare financing, that we actually see the malaria response beyond just a disease response and take that broader perspective that I highlighted earlier on, and that civil society works with the parliamentarians in ensuring an effective execution of budget and an effective allocation of resources for malaria and primary healthcare. Your voice really matters. Now, that's the first level. I just want to go back to the really important first introduction that made the point that malaria is about a community-based disease. And the report of the World Malaria Report, the chapter, highlights the importance of communities in the response. Not just advocates, not just recipients, but as active members of the response in shaping the way that the response occurs to be community-based, community-led, and community-owned. I think that's really critical. And just to let you know that we're doing some work with our maternal and child health colleagues to try and embrace communities, to look at the information along with the frontline health workers to say, well, we have a problem here. How do we solve it? By working as a community and the providers of service to ensure that those left behind aren't left behind, and to help overcome the barriers. That can't be done by Geneva, can't be done by Washington. It needs to be done by communities who understand the situation and have the experiential knowledge. So in a way, your question to me was, how do you focus this year? My response to you is, don't just see one particular focus, embrace the massive value of a good, vibrant civil society and take action at lots of different points along the pathway. Thank you so much, Doctor. If there are other questions coming, will not hesitate to direct them to you. Thank you so much for the great insight. Thank you. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Hope, for your presentation or for all your answer. We will switch now with our next high speaker, Mr. Sorry, 1 minute. Okay, Mr. Bruce Bambara for the Global Fund to one presentation on the NEF replenishment. So I will give the floor to Mr. Bambara for this presentation. So please, it's possible for you to share your screen, or you want to do it? I can share my screen. Okay, thank you. Yeah, thank you very much, Fidel, and thank you very much to Dr. Rob for his presentation, and for all of you to join this very interesting conversation. It's always a pleasure for us to be part of this space and this discussion, because you know, we always tell our partners that civil society and communities are the reason why the Global Fund exists, and that it's true. So it's always a pleasure and a privilege for us to be here and be able to share information with you, but also get feedback from you on how to best do our work to serve the communities and the people that we serve. So today I was asked to talk about the Global Fund replenishment, and to tell you how civil society organization can help us have a successful replenishment.
So, but before getting to this, I think it's important to give a refresher for some of you that are familiar with the Global Fund on how the Global Fund gets its money. And for those that are not necessarily familiar, I think that refresher is also going to give you the elements that you need. But so just so we know, the Global Fund is one of the partnership funding the response in HIV, tuberculosis, and malaria at a very big scale. So since the Global Fund was created in 2002, the partnership has invested 65.4 billion in the response to HIV, tuberculosis, and malaria, and in the strengthening of health system in general. Between 2021 and 2024, we've been investing 4 billion per year in the response to these diseases, and 72% of this investment goes to sub-Saharan Africa. So all of us, the majority of us present here, our countries, the health system from our countries benefit from the investment of the Global Fund Partnership. And out of this investment, 62% of it is geared towards the malaria response. So it's a very important investment financing mechanism. And it's very important for us that, you know, when we talk about replenishment, so as getting money, it's important that we have the money we need to be able to do the great work that we're already doing. So, and for us to get our money every 3 years, we have what we call replenishment, which is a process by which the organization, through what we call an investment case, tell the world what is needed in terms of financial resources for an adequate response to HIV, tuberculosis, and malaria, but also for health system strengthening. And the organization relies on voluntary financial contribution. So what happened, again, at the beginning of the replenishment campaign, we have this investment case. That's a document that literally tell our partners how much money we need, what this money is going to be to help us achieve. And then it is up to the donors to contribute, to tell us how much money they're going to give us towards achieving the goal that are set in the investment case. So, and the donors of the Global Fund are public donors. They contribute to 92% of the overall budget of the organization, but you also have the private sector that contributes to the replenishment of the Global Fund and other partners as well. Like I said, it happens every 3 years. And usually at the beginning of the year of the replenishment, you have the launch of the investment case, and that takes place during a preparatory meeting. And then the launch of the investment case also starts the replenishment campaign, during which colleagues at the secretariats go out there, tell the different partners about the investment case and what we're hoping to achieve and why it's important for us to get the money that we need. But civil society and community partners usually are the backbone of the replenishment campaign, because them as well, they go out to the different partners, to the governments, to tell them about the replenishment, about the investment case, about why it's important for them to invest into the response to the 3 diseases and the strengthening of health system. And this happened for a certain period of time. And then towards the end of the year, we have a pledging conference where the donors come and tell publicly how much money they are willing to contribute towards the Global Fund. So 2025 for us, it's an important year because it's the year of the replenishment,
in the coming weeks, this investment case that I mentioned would be launched. We're still finalizing details as to where it's going to happen, how it's going to happen. But in a few weeks, we will know exactly how much money we need for an adequate response to the 3 diseases. And we will know what we will do with this money. And that will most likely be in mid-February or towards the end of February. And after this, we're officially launching the replenishment campaign. And towards the end of the year, so probably the last trimester, September or October, there's going to be this pledging conference where we will know if we reach our target or not. This is very important. This is a great opportunity for us. The people speaking before me have mentioned that it's going to be challenging. And it's true, it's going to be challenging, but we have to remain hopeful. We have to do what we can to make sure that we have a successful replenishment. So this year, the leadership of African governments is going to be very important, because in the previous replenishment, we had 5 African states co-hosting the preparatory meeting of the replenishment, showing the leadership of Africa. And this is going to be really important again. And again, we're going to really rely on you, our partners, to help us reach out as many partners as possible to convince them that there's still a need to invest in health. And this is very important. And I'm not talking just for the replenishment of the Global Fund, but again, colleagues before me have mentioned other global health initiatives that are having their replenishment. There's Gavi, if I remember correctly, WHO as well. But it's very important to make sure that all these global health initiatives have a successful replenishment, because ultimately we all have the same objective, the same goal, to ensure that we have the money that we need so that every single person can have access to quality health services. So now, again, it's a very important year for us. And when you talk about replenishment, you talk about advocacy. When you talk about advocacy, you talk about visibility. When you talk about visibility, you talk about platform where you can showcase the impact of the Global Fund partnership and, make a case as to why we need the money. So then I thought that it would be very important to show you a timeline of these opportunities. Sorry, the mic is on, so for the person that is doing the interpretation in French. Okay, so I thought it would be interesting to show the timeline, because here you see that between January and December, there's all of these high-level meetings that are going to be taking place. And these will be opportunities for the Global Fund partnership. And when I say partnership, I'm not talking about just the Secretariat, but I'm talking about other partners like yourself, civil society and communities, to showcase the impact of the Global Fund partnership, and also to make a case for why we need the fund that we need and why we need to have a successful replenishment. So right now, for example, we have Davos at the World Economic Forum annual meeting that took place. And I can tell you already that some colleagues from the private sector are there already making a case as to why donors from the private sector should invest in the replenishment of the Global Fund in global health. So all of these are opportunities for all of us to engage, to plead for the Global Fund, and to show why it's important to have a successful replenishment. I know I'm saying successful replenishment a lot, but it's very important. It's very critical. So now I'm going to get into the topic of the subject here. What
can civil society organization do to help us have a successful replenishment? And those are things that all of you, I'm pretty sure, are familiar with, because you've been doing it on a regular basis. Even if it's not advocating for the Global Fund, it's advocating for your communities, for the people that you are the voice for. And I say the voice for here because, you know, civil societies and communities are known for making the useful noises. I consider myself a civil society person, and I know that when it comes to advocating for what really counts, for what really matters, I can be really loud, but that's useful noise. And so during the replenishment, really, civil society organization, you know, they're important to the replenishment because they do a lot of things. Like I said, advocacy and awareness, they are the one that goes and speak to the different partners. So be government from donor countries or government from implementing countries, the private sector, to talk about the importance of the Global Fund Partnership, to talk about the impact of the Global Fund Partnership. And you know, each year the Global Fund released the results report, the communications department makes some information available, and it's usually the civil society partners that will appropriate this information and that will go out in the world and show the impact of the Global Fund investment. You will see it on social media, on Instagram, on Twitter, on Facebook, showing numbers. With this much money, we're able to save this many lives. We were able to put this many people on treatment and all of that. So very important role. Civil society speak to the media when they have the opportunity to speak at high-level meetings. You can be sure that they're going to give some information about the impact of investment in health, because again, they are the voice of the voiceless. They speak for the people that are at the grassroots level. Civil society also play a key role in engaging, again, with politicians. Either be policymakers to make sure that, you know, the right platform, the right laws and policies are in place to make sure that everybody has access to health services. They are also the one that will go to the government and be, hey, you have committed to do this. Why aren't you doing this? Or why aren't you doing this fast enough? We need you to do this. You committed. We heard you. We are watching you. You need to deliver. So that is something that is very important. And, you know, declaration like the Yaoundé Declaration speak to this part. Here, again, you know, we talk about community mobilization, civil society partners, again, not only engage in the space that organizations like the Global Fund invite them to engage, but they also take the lead in organizing campaigns. And here I'm going to talk, for example, about the Meet the Target campaign that GFAN Africa, with partners like CS4ME, for example, I've led the work on during the 7th replenishment to make sure that, you know, people understood the necessity of a successful replenishment. The campaign was called Meet the Target. You know, other partners like GFAN in Asia Pacific, for example, also had their campaign, The Power of More. Another thing that GFAN Africa did was the Torch Caravan, where they literally took a flambeau, a light, from Northern Africa all the way to Southern Africa to mobilize people along the way. And this ended with them giving back that light to the United States of America, because the US was hosting the pledging conference of the replenishment. Very important. We did not reach the target, but if it wasn't for this, we wouldn't have gotten the money that we received, which was very important. Civil society organization and communities also are really good at collaborating with other organizations, are really good at reaching out to partners like the private sector to identify ways of, again, getting more fun and stretching
those funds, to see how they're going to be used, to be put to good use in an innovative way. And here you see, here we are here because Civil Society for Malaria Elimination has invited us, and this is a way of bringing us together so that we can strategize and we can see how we are going to prepare to make sure that we have a successful replenishment. And here, another thing that is very important, and civil society organizations play a key role on this, is monitoring and accountability. For us to be able to show the impact of the investment in the response to HIV, tuberculosis, and malaria, we need to keep an eye on the funds that are already available to make sure that they are properly spent, that they are doing what they're supposed to be doing. And again, civil society organizations have a tendency to play the role of whistleblowers because they want to make sure that the money that they fought really hard to get is put to good use. And by playing this role of monitoring and accountability, we can show partners from implementing countries and donors that the money that they're giving us is used for what it was intended to be used in the first place. And then finally, when you're talking about resource mobilization, you're talking about advocacy, one thing that really works when, you're showing the impact, it's storytelling, behind those numbers, behind these impacts, the 65 million lives saved, or the millions of people sleeping under a bed net. There's a story, there's a person. I will take my case. I grew up in Burkina Faso, a country where, there's malaria. Pretty much every rainy season, I will get malaria. But I'm here, I'm fortunate, I'm in that space, I can tell my story. And one thing that our partners from civil society organization are really good at doing is to help us identify those people that have success stories, so that they can share their stories and they can show that behind each and every single number that you see when you're looking at the impacts, when you're looking at the data and all of that stuff, there's a person that face hardship, but there's a person that is still hopeful. There's a person that has inspiration and dreams. And you want to showcase this story to show that, you're investing in the health of someone, but you're also investing in the future of this person, investing in the well-being of these communities. And that's something that is very powerful. And civil society organization partners are really good at helping us identifying those stories, highlighting those stories, and making sure that these stories need to get where they need to get for them to be impactful. So here, giving you an idea of different ways how you can, help and support a successful replenishment. But then, I'm going to talk about the 7th replenishment here and tell you concretely what happened here. So again, very challenging year, 2023. We had a target of at least $18 billion. We're able to reach 15.7 billion. And that's, again, because civil society partners and community really went out to advocate for the partnership. And this was done by drafting and signing more than 550 letters that were, sent to donor governments through the embassy. During meetings, they participated in action and social media campaign. Here I mentioned Meet the Target, the Power of More, the Torch Caravan. They attended meetings and events, again, G20, G7, World Malaria Day. Every time there was an opportunity to speak, civil society and communities partners seized that opportunity to talk about the impact of the Global Fund Partnership and the importance of making sure that we had the funds. And again, like I said, a lot of personal stories were to show that, this investment that was made in the life of every single one of these persons was very important, and this is what it contributed to.
So very important, there was a strong collaboration and coordination at all levels. And this is something that we are very grateful for because it shows some results. And here you see pictures of partners from civil society organizations and community-based organizations advocating in the street for a successful replenishment. And here you have tweets that were posted by our very own Olivia Ngu, advocating again. You see a lot of civil society partners. And here I wanted to put this picture of community representative at the 7th replenishment. And you would see here that our dear departed Alain Patrick Fouda was very actively involved in that as well. So again, thank you very much for taking the time to acknowledge the work that is done for the health space. He's going to be dearly missed. And we have to make him proud by continue fighting and advocating for everybody's right access to good services. So now, again, we say that it was going to be a challenging year. And this is, this makes sense because there's a lot of funding constraint. We've witnessed a lot of political and economic instability. There's a little bit of, advocacy fatigue because a lot of our civil society and community partners, they're advocating for a lot of things. They're helping a lot of global health initiatives reach the target because it's very important. But yeah, there's advocacy fatigue, and in donor countries, the priorities are shifting. But when we look at challenges, it also means that there's opportunity for change. And that means that we need to think about how we're going to do our advocacy. We need to see how to diversify funding sources, for example. So while we're advocating to public donors, maybe we need to think about how we can bring more private sector partners into that space as well. And I know that some civil society partners are already looking into this. We need to build strong networks. And this is, one of the things that meetings like this one help to achieve by, speaking to each other, sharing information, strategizing together. And we also live in an age of technology where it's very, important for us to use these tools that we have to make sure that we can stretch as much as possible our advocacy efforts. And again, in the previous presentation, we talked about malaria being a community, I'm going to say disease, and the effort needed to be from the communities. It's very important when we're doing advocacy activities to engage local communities, to have them be part of this. So we've already doing this. There's always room for improvement. So how do we make it better? That is something that to keep in mind. And again, with the political and economic instability, it means that everything changes just like that. In a minute, something was here and tomorrow it's not. So it's very important for us to be flexible, to be able to adapt to changing, political and economic context. And we have to be informed about the global health trends. We need to understand what the donor priority is, and we need to understand all of those policy changes so that we can adjust our advocacy effort accordingly. So I'm going to stop here. I'm going to say thank you very much for the space that was provided to me to be able to share this with you. I will gladly answer some questions. And I also want to let you know that the Global Fund Secretariat is committed to share the relevant information in a timely manner so that you have all the information that you need to help us in our advocacy efforts. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Bambara, for your presentation. Thank you a lot for all this information. I think we give the opportunity to take one question for Mr. Bambara after this presentation. Please.
You have the floor. Merci Fidèle, merci beaucoup Brice pour cette présentation. De nombreux OSC demandent souvent quel est concrètement le rôle que la société civile peut jouer dans le replenishment. Et je pense qu'on a eu des éléments importants de réponse dans ta présentation, notamment le plaidoyer, la collecte d'histoires sur le terrain pour servir le storytelling et plusieurs autres éléments importants. L'on voudrait savoir, pour aller un peu plus loin, en termes de stratégie, la meilleure stratégie que tu penses que la société civile peut adopter pour toucher les donateurs clés du 8e replenishment. Est-ce que ce serait plus efficace d'aller sur des campagnes grand public, des campagnes directes, faire beaucoup de bruit, comme on a l'habitude de voir la société civile faire? Ou alors, est-ce qu'on peut penser à peut-être un engagement plus soft et plus direct envers les donateurs clés? Merci. OK. Merci beaucoup, Ségolène, pour ta question. Very timely. C'est bien que tu la poses la question. Et là, je pense que, comme j'ai parlé de stabilité, instabilité politique et tout, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une autre manière de faire notre plaidoyer. Donc, c'est vrai qu'avant, on faisait beaucoup de bruit, useful noise, bruit utile. C'est bien, mais maintenant, en fait, il faut, pour cette nouvelle campagne, il va falloir qu'on soit plus stratégique là-dessus et qu'on essaie vraiment d'identifier, je vais dire, les partenaires clés et qu'on prenne une approche plus soft. Après, voilà, comme je dis, c'est volatile. Et il y a 2 ans ou 3 ans qu'on était dans la campagne de reconstitution, on avait une idée claire de comment les choses se profilaient. Cette année, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, nous, on va s'engager à travailler avec vous pour vous aider, pour que vous aussi, vous nous aidez à identifier les partenaires clés qu'il va falloir qu'on touche. Donc, nous, on s'engage déjà à avoir des discussions régulières avec vous à travers certains réseaux, donc par exemple GFAN et tout, où on va, en fonction des informations que nous recevons, on va vous dire si ça fait plus de sens d'aller parler à ce donateur et voilà comment est-ce qu'on pense que il faudra faire le plaidoyer vis-à-vis d'eux. Donc, on va partir de l'approche où on faisait beaucoup de bruit pour que tout le monde puisse l'entendre, à une approche où on va continuer à faire du bruit, mais qui est plus ciblé vers certains partenaires stratégiques. Et c'est là aussi justement que le leadership des gouvernements africains va nous être très utile. J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci. Merci pour ces éléments. Merci. Merci énormément, Brice, pour cette réponse très claire. Nous allons profiter vraiment pour vous remercier une fois de plus pour tout le soutien que vous apportez à la société civile. Et nous profitons également pour dire à la société civile qu'on va être mobilisé fortement au cours de cette année pour nous assurer de soutenir le Fonds mondial et tous les partenaires qui vont travailler dans ce sens-là pour la campagne de replenishment qui arrive à grands pas. Et nous espérons pouvoir compter sur l'ensemble des membres de CS4ME pour travailler en étroite collaboration avec GFAN dans toutes les activités qui constituent l'une de nos priorités pour cette année 2025, à soutenir le Fonds mondial dans la grande campagne de replenishment qui arrive, surtout pour nos communautés vulnérables. N'oublions pas que tout ce que nous faisons au quotidien, à travers nos actions, nos interventions, c'est pour soutenir ces communautés vulnérables qui n'ont pas l'opportunité de parler et de pouvoir adresser les priorités auprès des grands décideurs nationaux, régionaux et mondiaux. Merci une fois de plus à Brice. On ne va pas le retenir plus longtemps et lui dire une grande merci à la société civile. On va chauffer pour Brice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sans plus tarder, on va passer la parole à l'équipe du Club des Amis du Monde, sous le lead de M. Fila. Je ne sais pas si
OK, M. Feller connecté. Merci beaucoup, Président, de nous avoir rejoints pour cette réunion. Merci beaucoup, Président, de nous avoir rejoints. Votre intervention était très attendue. Donc, c'est un véritable... nous sommes très ravis de pouvoir compter sur vous ce matin pour cette réunion avec les membres CS4ME pour nous édifier sur un point très important, une action majeure qui a fait l'objet de beaucoup de travail et tout au long de l'année 2024 de la part du Club des Amis du Monde et ainsi que de tous les OSC du côté de la Guinée. Vous allez échanger avec nous sur le plaidoyer que vous avez mené afin d'avoir le financement pour une intervention capitale telle que la pulvérisation intradomiciliaire au sein d'une communauté du côté du Niger. Donc, sans plus tarder, on va vous passer la parole à vous et vous remercier ainsi que tous les OSC de la Guinée pour les actions menées de ce côté-là. Donc, sans plus tarder, vous allez partager votre écran, bien vous voulez qu'on projette. Nous projetons, vous allez pouvoir... Oui. Merci à tout le monde et bonne heureuse année à tout le monde. Et voilà. Merci beaucoup. Le Club des Amis du Monde, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que beaucoup parlent de Silla, je suis le fruit de cette ONG qui est née dans les années 1996 dans une ville de la Guinée qu'on appelle Mamou. Et Mamou est située dans la zone foutanienne, c'est une zone de montagne qui est située approximativement à 260 km de la capitale Conakry. Et j'avoue, aujourd'hui, nous avons 8 bureaux régionaux. C'est que dans toutes les régions, les chefs-lieux de région, nous avons un bureau régional et nous venons d'ouvrir au moins 10 bureaux préfectoraux aussi sur les 33 préfectures que la Guinée compte. Et notre siège est à Conakry maintenant. Et vous savez, depuis plusieurs années, nous travaillons dans le secteur du paludisme. Mais le constat est qu'aujourd'hui, nos efforts communautaires commencent vraiment à faire ses limites parce que nous sommes tous dandinés à la distribution des moustiquaires. Peu de partenaires financent l'assainissement et la destruction des gîtes larvaires. Parce que les moustiques naissent quelque part, mais on n'arrive pas aujourd'hui à détruire là où naissent ces moustiques-là. Donc, c'est dans cette optique que depuis 2006, nous travaillons dans le cadre de la pulvérisation intradomiciliaire et aussi la lutte des vecteurs. C'est pourquoi nous avons travaillé avec les plus grandes entreprises minières du monde, ici en Guinée. Et je vais parler de la compagnie des bauxites de Guinée, je vais parler de BHP Billiton, Guinée Alumina Corporation, et aujourd'hui nous sommes avec Rio Tinto Simfer dans le cadre de l'exploitation minière. Donc aujourd'hui la Guinée, la problématique est connue. Comment est-ce que nous pouvons vraiment, sur les années à venir, réduire complètement l'impact et l'incidence du paludisme? Aujourd'hui, la principale cause de mortalité, on a dit que c'est le palud. Là, il n'y a même pas à dandiner. Quand vous prenez les chiffres qui sont devant vous, plus de 227 000 ou 270 000 que vous voyez, il y a 1459 décès seulement en 2023. Ça, c'est le bulletin du PNLP qui le dit. Donc, nous avons 3 stratégies majeures qui sont définies par le PNLP. C'est le traitement des maladies, c'est l'utilisation et c'est la chimioprévention. Et aussi la pulvérisation maintenant intradomiciliaire qui, vu le coût, est aujourd'hui utilisé par les entreprises minières. Il faut qu'on se dise la vérité. Nos gouvernements peinent déjà à payer leurs contreparties dans les différents programmes. Aujourd'hui, ce n'est pas aussi aller payer une bouteille d'actylite qui coûte à plus de 27 ou 30 dollars le litre. Imaginez que si vous mettez ça à l'échelle. Diapo. Donc, voilà les matériels. Parce que beaucoup nous ont dit, comment vous travaillez. Donc, il y a des matériels et outils que nous utilisons.
il y a le pulvérisateur, il y a l'insecticide. Aujourd'hui, l'OMS a beaucoup recommandé l'actélite vie aussi, que les moustiques sont comme les êtres humains, hein. Ils développent les résistances. Ils développent aussi des anticorps selon les produits avec lesquels ils sont en contact. C'est comme nos moustiquaires aujourd'hui. Regardez, on a fait le constat, 90% des moustiquaires, dès qu'on les enlève sur le soleil, on les suspend dans les chambres, vous voyez les moustiques se poser, ils ne vont pas mourir parce qu'ils ont développé ce qu'on appelle la résistance. Donc, ce test de rémanence est nécessaire sur les moustiquaires qu'aujourd'hui le Fonds mondial nous donne. Sinon, ça ne sert à rien. C'est seulement des tissus qui sont en ce temps suspendus parce que les moustiques sont des êtres qui développent aujourd'hui des anticorps vis-à-vis des produits que nous utilisons. Aussi, il y a les épis. Voilà un agent pulvérisateur. Il est dans tous ces outils, ces équipements de protection. Et nous avons aussi des outils de collecte de données que nous avons développés. Et il y a 2 jusqu'à 3 carnets que nous utilisons. Et ce sont l'enregistrement de la pulvérisation. C'est aussi les statistiques de la pulvérisation. Maintenant, dans l'étape de mise en œuvre de la pulvérisation, c'est l'élaboration des documents, comme j'ai dit, c'est le recrutement et orientation du personnel d'élaboration d'un PAO, de plan de suivi, c'est le dénombrement aussi des... bon, c'est le dénombrement aussi des structures à pulvériser et la réalisation de l'enquête entomologique dans toutes les villes où nous travaillons aujourd'hui. Le Club des Amis du Monde a un laboratoire d'entomologie. Nous avons des entomologistes qui travaillent dans ces différents labos. Il y a l'identification et formation des agents pulvérisateurs pour la pulvérisation intradomiciliaire. Diapo. Donc, quand vous voyez nos projets exécutés, je vous ai déjà dit, nous avons travaillé avec BHP Billiton et nous avons travaillé avec Guinée, la compagnie des bauxites de Guinée. Et bien, aujourd'hui, nous sommes avec Rio Tinto dans la zone de Beila, Kerouane et Folkaria, où on nous ciblons plus de 17 000 habitants. Allons-y. Maintenant, l'impact. À Bofa, avec BHP Billiton, nous sommes partis de 47 à 15% de prévalence du paludisme. Et donc, il y avait dans certains centres de santé même qu'on n'aimait même plus nous voir. Parce que vous savez, aussi, on a gâté le gombo de certains agents de santé avec la vente des molécules et tout ça là, avant que les antipalidiens gratuits du Fonds mondial n'arrivent. Eh bien, vous voyez les médicaments que les antipalidiens que les médecins vendaient dans les différents centres et postes de santé du pays. Donc, on est passé de 47% à 15% à Bofa. Il y a une forte implication des communautés et le transfert aussi des compétences de la lutte antivectorielle à la communauté. Parce que partout où on s'est retiré, voilà, aujourd'hui, cette lutte vectorielle continue aujourd'hui à une échelle acceptable. Donc, après notre première présentation qui est déjà dans les mains de l'équipe de coordination, nous avons partagé avec certains pays nos documents projets même. On a dit qu'ils peuvent l'adapter dans leur pays. Donc, nous avons encore une autre présentation de l'expérience des CAM dans le cadre de nos activités quotidiennes, à l'image du projet RTI financé par l'USAID et les Europali, on s'engage. Diapo. On passe les rappels parce que c'est les rappels, c'est les activités majeures, c'est les défis. Donc, si vous voyez, allez, donc, c'est fini, c'est parti vite là. On revient, on revient, on revient. OK, voilà quoi, on rappelle juste les grandes lignes. Avec l'USAID, depuis 2012-2016, on avait le projet Stop Palu. Après, il y a eu le projet Stop Palu Plus de 2017 à 2021. Donc, en décembre 2022, on a signé maintenant un contrat aussi qui a pris fin en 2024. On vient encore de nous amener un autre appel
à proposition. Donc, avec tous les RTI, c'est Recherche Triangle International, c'est une ONG américaine qui a un financement de l'USAID dans le cadre de la lutte contre le palu. Et nous intervenons dans les zones PMI, c'est l'initiative présidentielle pour la lutte contre le paludisme. Et ça a presque la même stratégie que le Fonds mondial. Allons-y. Diapo? Aussi, les activités majeures. Bon, la prévalence du paludisme de 44, comme je disais, à 17 en 2021. La prise en charge communautaire du paludisme à travers l'approche relais communautaire aujourd'hui est devenue une réalité dans nos zones d'intervention. Il y a l'organisation des campagnes de masse des MILDA. Aussi, le Stop Palu et Stop Palu Plus aussi paye les moustiquaires imprégnés que nous distribuons avec, à l'aide des communautés dans les différentes zones PMI. Parce que la Guinée est divisée avec les partenaires. Il y a zone Fonds mondial, il y a zone PMI, il y a zone Gavi. Donc, ces trois zones réparties, nous sommes dans la zone PMI. Donc, il y a aussi le renforcement des capacités des personnels de santé, labo, CPN, outils de gestion et collecte. Et aussi, la gratuité des médicaments dans les centres et postes de santé sont suivis parce que c'est affiché partout. Il y a l'implication des acteurs locaux comme les COSA dans les centres et postes de santé, les religieux et autres acteurs influents. Il y a les fortes implications des acteurs des organisations de la société civile, tant au niveau national que local. Il y a le renforcement des capacités institutionnelles aussi du PNLP et par les partenaires techniques et financiers, surtout de l'USAID et le Fonds mondial. Eh bien, il y a le financement des petits volets que nous donnons à certains groupements. Il y a l'utilisation. Maintenant, le grand défi reste aujourd'hui l'utilisation des MIDA par tous les ménages. Il ne faut pas, souvent je le dis, et je le réitère ici, ce n'est pas si le Fonds mondial est là, c'est de voir aujourd'hui, comment est-ce que les fournisseurs de ces moustiquaires-là peuvent encore tenir compte des tests de rémanence dans les différents pays. Au lieu qu'on fasse des moustiquaires en vrac, dans une unité industrielle X, on partage ça au Cameroun, à Dakar, à Guinée, pendant que les moustiques n'ont pas les mêmes comportements. Et donc, voilà, c'est d'y penser. Et parce qu'on a constaté aujourd'hui que ces mildas aussi sont utilisés par certaines femmes pour faire de la pêche, protéger leurs potagers. C'est parce que les femmes ne voient plus un intérêt à travers ces moustiquaires. Donc, si les moustiquaires, on ne fasse pas une analyse sur leur utilité, au lieu qu'ils deviennent une utilité, ils deviennent maintenant des inconvénients pour nous. Parce que regardez, nous, en tout cas en Guinée, et j'ai visité certains pays aussi de l'Afrique, hein, où j'ai vu les mêmes moustiquaires utilisés dans les périmètres maraîchers. Et ça ne dit rien même aux gouvernants. Parce que souvent, on vient imposer les choses au gouvernement. On dit, bon, notre programme, c'est 1000 bars et que le gouvernement n'est même pas impliqué dans l'achat et l'analyse de ces moustiquaires. Bon, c'est ça aussi la faiblesse de nos gouvernants, hein. Il faut l'accepter. Bon, il y a la prise en charge aussi des agents de santé communautaire et les récords dans la fonction publique locale. Avec Accélérateur, qui est une ONG américaine, on a eu quand même la chance de travailler avec eux. Nous avons mobilisé 1996 agents de santé communautaire qui sont aujourd'hui sur la liste de la fonction publique locale, dont la prise en charge sera éventuellement prise dans le budget de fonctionnement du gouvernement, dans le budget national. Donc, il y a le financement des campagnes MIDA et aussi il y a ces questions de tout ce que vous connaissez en termes de molécules qui sont gratuits. Diapo? Est-ce que ce n'est pas la fin? Voilà. On est là? Donc, voilà certaines photos on avait mis vers la fin. Et je pense que c'est le même quotidien que toutes les ONG parce que c'est quelque chose qui est soumis et imposé. Et donc, vous devez partager, vous devez suspendre, vous devez suivre. Allons-y, oui. Je pense qu'il y a des photos là, vers la fin. C'est ça? Voilà, lors de la distribution des molécules aux enfants et tout ça. Donc, c'est ça, ce sont nos cliniques mobiles.
Ça, c'est la supervision. Merci pour votre aimable attention. Nous avons toute la documentation que nous pouvons aussi partager. Vous pouvez nous contacter, il n'y a aucun problème. Même nos projets types, on peut les partager à nos frères ONG pour voir est-ce que c'est adaptable dans leur pays. Merci pour votre aimable attention. Merci à Président Sela. Merci énormément pour votre intervention. Très enrichissant. Quand vous présentez, Président, je suis en train de lire les commentaires où énormément de collègues de la société civile ont salué votre intervention. D'ici la fin, c'est le changement climatique que vous avez déjà abordé dans le cadre de votre présentation. Et CS4ME est en train de travailler dans ce sens-là. Donc, je ne vais pas aller vite en besogne. Je vais laisser le soin à qu'on puisse capter votre attention pour que d'ici la fin, on puisse revenir sur cet aspect de la prise en compte du changement climatique dans le monde du paludisme. Mais déjà, merci grandement à vous, Président, pour votre intervention. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, partagez dans le chat box. Nous avons énormément de présentations ce jour, énormément de partages à faire. Et pour pouvoir gagner en temps, partagez vos présentations dans le chat box. Plus le temps va porter pour le micro, lorsqu'on va finir à donner la parole à expliquer nous ont honoré de leur présence et de leur présentation ce jour. Donc, merci encore. Sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Temaniel Mangui. Je vais peut-être pas. On va rapidement passer la parole à M. Temaniel. Donc, please, Temaniel, if you have connected, thank you very much, Fidel. I hope you hear me very clearly, right? Very well, thank you. Yeah, thank you very much. Good afternoon, good morning across Africa and beyond for civil society members, Secretariat, and our partners. Thank you very much. I'll be very brief because of the time, and I must appreciate the presentation of Dr. Rodi Bambara, actually my brother Sheila and Ayo and the whole Olivia. That was so much great. With further ado, I cannot just take much time. Can you please, Fidel, next slide, please? Actually, our history, some of us have heard about Tanzania NGO for Malaria Elimination Network. This is actually our journey from since we started like 3-4 years ago. And this was made possible with CS4ME capacity building and technical support, whereby we were just supported to undertake a mapping of malaria civil societies in Tanzania, 2021, 2022, and whereby actually we had some of the gaps. We have some gaps which call the necessary of having a network. We had low engagement of partnership between malaria civil societies and NMSP. There was actually no clear platform of sharing malaria informations. There was no clear coordination, and actually there was no civil society network at a national level. And with some of consultations, learning from our friends inside and outside the country, then we came to the establishment of TANMEN, which is Tanzania NGOs for Malaria Elimination Network, whereby we invest to see the coordination, the link between the civil societies for malaria elimination and NMSP and the other stakeholders be enhanced, and the partnership and the collaboration being at the level that everyone is on the board. Also, the TANMEN brings together joint action on efforts to end malaria in our community. Next slide, please. And actually, what is TANMEN? Tanzania NGO for Malaria Elimination Network actually is a network, a national network open to any interested civil society organization working to end malaria in the country
brought together by the common goals of promoting and advocating the increase of resources to fight against malaria, implement malaria interventions, research, partnership, influence health policies and strategies, community awareness creation, health and support the government in the fight against malaria. Actually, the members are obtained from non-government organizations, civil society working on malaria, foundations, community-based organizations, based network, and all CBO come across the country. But what actually are we aiming at? TANMEN aims to unify isolated civil society and community efforts on malaria elimination, on advocacy of resources, malaria awareness and coordination in Tanzania, so as to ensure that the community at the center of response and intervention in the fight against malaria disease in Tanzania. Currently, we have 32 TANMEN members, and we are still actually recruiting, and many of the civil societies are joining the network. Next slide, please. Network, next slide, all right. What's the vision and mission of TANMEN? Actually, our vision is very simple. Free Tanzania community from malaria disease for sustainable development. And our vision is to promote the quality, equitable access, and acceptable and affordable malaria services to communities in Tanzania through advocacy on resource mobilization, influence health police, research, partnership with the other government and other stakeholders. Next slide. Our main goal is just very simple, which actually is crafted to see that we support the efforts of eliminating malaria disease in Tanzania. Next slide, please. These are our main strategic objectives, which are 3. And from this objective, we hope that our main goal and our dream to see that malaria is a history to Tanzania and global. One is to advocate the increase of more resources to be allocated for malaria elimination in the country. And second is support the dissemination of reliable, timely information on malaria and its control to civil societies, community, and the other stakeholders. Third one is to encourage the partnership in malaria interventions through effective collaboration, coordination, and accountability. Next slide, please. Following our development of our network, which this year will start officially its operationalization and activities. Our actions in 2025 and beyond is actually one is a network is strengthening both secretariat with just hosting at Health for Children organization and the members. Also to develop a strategic plan for development and other policies. Website development and social media presence, immense social media presence, and forge a partnership and collaboration with other actors like NMSP, civil society, donors. We talk about WHO, RPM, other networks. We talk about CS4ME and other networks. Also to promote more civil society join TANMEN, and also to participate in malaria campaigns and the call to action or at national and global level, like World Malaria Day, UHC, and other. Also to advocate the resource mobilization to end malaria, and actually that we come at the point of 8th replenishment of the Global Fund. Also to undertake annual general meeting of the members actually to come together and know each other and share learn from each other's experience. Next slide, please. What is our needs as an infant network with very great dreams? Actually, we won't work to just in a silo. We won't work just alone. So partnership and collaboration is quite very important and very remarkable one. We will need to partner with other networks, with other civil society, with other
actually interventions which are critical in the end of the malaria disease. Actually, technical and financial support is quite very important. And also, we can't forget that the joint malaria interventions and the action. Here we talk about different actions, being campaigns, commemorations of various important meetings and conferences in order to just come together with one voice to end malaria. Actually, also learning and sharing our experience is quite very important among from the actually members, both within and external in other countries and regions as well. Exchange for great impacts is also very important. At least coming to the end of my presentation. Let's go next slide. Our joint road to make a bigger push and stop at nothing against malaria. This is a joint and calling all the stakeholders. We talk about civil societies and networks. We talk about government, NMSCP and malaria, means of health and the other across cutting and associated sectors. We talk about the community. We talk about the donors and development partners. When all we come together, we will ensure that malaria is eliminated once and for all. And the last slide, please. Thank you for listening and the last joint fight against malaria. Our contact is, we have our email there, and this is our logo, Tanmen, and the lower side, we talk about Tanzania NGOs for malaria elimination. Thank you very much for listening, and that was great to have you all. Thank you so much, Tumanya. Thank you so much. Just a reminder that Tumanya is a member of the steering committee of CS4ME. So this day we share with us the importance to create a national coalition to fight against malaria. And we have a good example from Tanzania with Tanmen. Tumanya, thank you so much. Merci beaucoup, Tumanya, pour cette brillante présentation. Nous ne rappelons jamais assez qu'il est important de pouvoir s'unir pour pouvoir contrer les méfaits ou bien le fardeau du paludisme dans nos pays respectifs. Nous avons la plateforme CS4ME qui est un réseau mondial au sein de laquelle nous échangeons, nous partons nos expériences, nous discutons, nous travaillons tous ensemble pour pouvoir éliminer le paludisme sur le plan régional, sur le plan mondial, pour contribuer à son élimination. Mais nous ne cesserons de dire qu'il est important de pouvoir également se réunir au niveau de la communauté pour pouvoir, au niveau de chaque pays, pour pouvoir travailler ensemble main dans la main et réduire l'impact de cette maladie dans nos pays respectifs en montrant de manière forte la contribution de la société civile à éliminer le paludisme ou tout au moins à réduire drastiquement les effets du paludisme dans nos communautés respectives. Un grand merci une fois de plus à Tumanya pour cette très belle présentation du réseau Tanmen qui a été créé en 2024 du côté, du côté de la Tanzanie. Nous allons prendre deux réactions. Nous allons passer la parole à M. Babacar Tcham qui a la main levée depuis un bout de temps déjà. Puis prendre une dernière réaction avant de passer à la dernière présentation de notre réunion annuelle des membres CS4ME. Donc, M. Tcham, vous avez la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faisons l'effort de prendre. Nous avons 1 minute pour pouvoir donner notre contribution, s'il vous plaît. Le temps tient à gauche. Merci beaucoup, Philippe. Fidèle, merci beaucoup. Merci à Olivia, merci à tous les autres collègues, à tous les orateurs. J'ai juste une petite contribution et une petite question, toujours dans l'intervention. La contribution, c'est par rapport à la reconstitution des fonds pour le Fonds mondial. On sait que il y aura un embouteillage, ce qui est évident. Je demande à l'autre là, comment il s'appelle encore? À Brice, est-ce que le Fonds mondial a pu discuter, en tout cas essayer de voir dans quelle mesure les OIC au niveau de l'Afrique et dans d'autres zones, comment parvenir à impliquer l'échelon communautaire dans le cadre de la mobilisation des ressources. Parce que l'expérience a montré qu'on est plus centré
au niveau des capitales. C'est là-bas où tout se passe. Mais je pense que pour cette fois-ci, il faut envisager à trouver les possibilités qui permettent, par exemple, d'aller à la rencontre d'autres organisations, d'autres secteurs, surtout le secteur privé, qui s'investissent vraiment dans certaines grandes villes où il y a vraiment de la potentialité par rapport à la mobilisation donc, des ressources. C'est toujours dans ce cadre-là. Je pense qu'aujourd'hui, et la question ici, c'est de savoir, à partir des différentes expériences de reconstitution des fonds, est-ce qu'aujourd'hui, on a pu tirer les bonnes leçons par rapport à ça? C'est très important parce qu'avoir une multi-cible à partir desquelles il faut vraiment rencontrer tous ces différents acteurs-là, je ne pense pas que c'est pertinent. Il va falloir vraiment faire un ciblage plus structuré qui permet de pouvoir vraiment tirer profit par rapport à tout l'investissement qui va se faire à ce niveau. C'est une question, mais je demande juste, est-ce qu'il y a une réflexion, est-ce qu'il y a une analyse, est-ce qu'il y a une capitalisation qui a été faite par rapport aux différentes expériences en termes de reconstitution du Fonds mondial? Merci. Merci beaucoup, mon cher Babacar Thiam, pour votre question. On va prendre une deuxième réaction peut-être avant de revenir sur votre question. Donc, Monsieur Malumbi, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tout le monde et mes vœux le meilleur pour l'année 2025. Mais excusez-moi, je ne voulais pas intervenir sur la présente communication. J'ai été déconnecté, mais je voulais intervenir sur la communication, toute la précédente, là, qui a été faite par l'ONG Club des Amis du Monde. Là. Si vous me permettez vraiment, c'est juste, excusez-moi de revenir là-dessus. J'avais une question parce que, d'abord, je vous en prie, je vous en prie. D'abord, je les félicite pour le travail abattu. Mais j'avais une question parce que, vu ce que nous vivons aujourd'hui avec les problèmes de projets, les projets ont une durée de vie. Et donc, j'ai aimé, il y a une partie où ils ont parlé de la prise en charge des agents associatifs dans la fonction publique locale. Je ne sais pas si c'est déjà parti parce que ça fait partie de la pérennité des actions, surtout dans le contexte de projet Fonds mondial. Après le Fonds mondial, généralement, les agents associatifs sont, si le Fonds mondial part, il n'y a pas de projet, ils sont à la limite, ils sont entre guillemets au chômage. Je pense que c'est une stratégie très importante. Je ne sais pas s'il est toujours là, s'il pourrait revenir, me dire quelle est la stratégie qu'ils ont mise en place pour faire intégrer, si vous voulez bien, les agents associatifs au niveau de la fonction publique locale. Donc, j'entends parler par les collectivités locales. Comment est-ce qu'ils ont procédé et avec quel budget ils sont payés, tout ça là. Donc, ils sont affectés bon, les centres, ce sont des centres étatiques. Ou est-ce que c'est un contrat ou bien c'est vraiment c'est un contrat à durée déterminée ou bien indéterminée. Donc, je voulais avoir tous ces... Ou bien ils ont le statut de fonctionnaire. Oui, il faut... Donc, je voulais avoir tous ces détails-là. Merci beaucoup pour votre attention. Okay. Merci beaucoup, M. Maloumi, pour votre question. On a le président Fela qui est encore en ligne. Je pense qu'on va la parole pour qu'il puisse répondre à votre préoccupation. Président Fela, vous avez la parole, s'il vous plaît. OK, merci vraiment. Comme je le disais, d'abord, il faut qu'il y ait une volonté politique à toutes choses. Donc, en Guinée, quand même, le ministère de la Santé, le ministère de l'Administration du territoire et le ministère de la Fonction publique. Vous avez 3 départements qui sont associés, mais il a fallu quand même que le déclic parte de la société civile. On a eu un appui financier de l'USAID, mais à travers l'ONG Accélérateur. L'accélérateur est venu, bon, on a fait un diagnostic, on a dit, bon, rien ne sert à maintenir des agents communautaires et les relais communautaires que juste après chaque projet, et c'est parti. Si en Guinée, on entend, voilà, ça c'est un relais communautaire Fonds mondial, c'est un relais communautaire de RTI, c'est un relais communautaire de tel projet. Donc, on a dit, bon, ces relais ne peuvent pas aujourd'hui appartenir à une entité. D'abord, ils sont au niveau local. Ils ne sont pas au niveau central. Donc, ils vont implicitement relever, ils doivent relever directement de la commune dans laquelle ils exercent. Donc, d'abord, c'est des fonctionnaires locaux. C'est pourquoi on a parlé de la fonction publique locale. Parce que la Guinée a opté aussi
vers la décentralisation de sa fonction publique. Donc, le transfert n'est pas total, hein, encore. C'est une politique qui est là, qu'on est en train de faire la mise en œuvre progressivement. Donc, ces relais communautaires sont recrutés par les communes, maintenant en Guinée. Ce n'est plus les projets qui les recrutent, ce n'est plus les ONG. Donc, les ONG viennent au niveau des communes. Si nous avons des ressources, nous mettons au niveau des communes et ça rentre dans le salaire local de la fonction publique. Donc, mais on dit, bon, comme c'est des agents qui n'ont pas certains, l'examen même d'entrée en 8e pour les relais communautaires, ils auront le SMIC. Donc, ils sont payés au SMIC actuellement, mais ceux qui ont un niveau universitaire ont un salaire qui dépasse déjà nos 150 150 à 160 euros. Prenons comme ça, approximativement. Donc, mais les relais communautaires sont entre 50 et 60 $. Donc, ça, c'est les relais communautaires. Parce que là, au moins, c'est des gens qui n'ont pas pu accès à des études supérieures et même certains n'ont même pas leur brevet d'études primaires. Mais comme ils savent lire et écrire, et c'est pourquoi, pour pouvoir remplir les fiches et tout ça là. Donc, nous avons fait des plaidoyers à tous les niveaux pour qu'aujourd'hui, au moins que les 3 départements puissent signer un protocole et que l'engagement soit transféré au niveau local. Donc, la Guinée est à ce niveau. Les ressources des relais communautaires sont déposées au niveau des communes. Et même, nous les appuyons lors des recrutements pour ne pas qu'il y ait de laxisme. Et les critères aussi sont définis aujourd'hui dans la politique nationale de la santé communautaire. La Guinée a rédigé et validé sa politique nationale de la santé communautaire. Et nous aidons aujourd'hui, comment dirais-je, à diffuser cette politique au niveau local, à expliquer le contenu aux citoyens guinéens. Donc, voilà en gros ce que je peux dire en ce qui concerne le recrutement des agents locaux au niveau de la fonction publique locale. Mais ils relèveront aussi du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Voilà. Merci beaucoup, Président, c'est là pour votre question, pour vos éléments de réponse. J'espère qu'on a pu répondre aux sollicitations de M. Malumbi. Et pour revenir à la question de M. Thiam concernant la capitalisation de ce qui a été fait par le passé en termes de campagne, en termes de toutes les actions menées par la société civile ainsi que les autres partenaires pour concourir à la campagne de recouvrement des fonds du Fonds mondial. Nous avons dit, juste après la présentation de M. Bambara, que la société civile, à travers CS4ME, à travers ses actions avec GFAN, va pouvoir être au cœur de tout ce qui doit être fait au cours de cette année pour pouvoir participer aux campagnes actuelles. Et dans le processus de ces campagnes-là, nous allons revenir avec le concours du Fonds mondial sur tout ce qui a été fait au cours des années précédentes en termes d'actions majeures de la société civile pour contribuer au recouvrement des fonds du Fonds mondial. Donc, ne vous inquiétez pas, M. Thiam. Non seulement l'année dernière, on a fait une présentation par rapport à cela dans le cadre des activités de GFAN, mais cette année, on le fera encore toujours dans le cadre de la préparation aux actions majeures menées par la société civile en soutien au Fonds mondial dans sa campagne de recouvrement des fonds. Donc, merci. Restez juste connectés. On reviendra au fur et à mesure. Il y aura des communications bien précises d'ici peu concernant tout ce qu'on va faire tous ensemble afin de concourir à ce recouvrement-là. Merci à tous ceux qui restent connectés et sont présents depuis déjà près d'1h30 pour la réunion annuelle des membres CS4ME. Merci à vous, merci grandement. On va rapidement aller dans la dernière présentation qui va s'attarder sur les grandes réalisations faites par CS4ME en 2024 et les perspectives pour 2025. Je vais faire moi-même cette présentation. Slide. Donc, rapidement, dans le cadre de CS4ME, nous avons eu un grand projet qui va sur 3 ans, de 2024 à 2026, sur le financement du Fonds mondial, qui s'agit du projet Global Fund Community Engagement Strategic Initiative, précisément la composante 2A, qui est un projet de renforcement des capacités à long terme des OSC et des communautés vulnérables au paludisme, tout ce qui est lié au Fonds mondial, au paludisme, au plaidoyer, au CLM, et à toutes les grandes avancées en termes de lutte contre le paludisme sur lesquelles la société civile peut s'attarder pour pouvoir contribuer de manière efficace à lutter contre le paludisme dans son pays, dans nos pays respectifs et
de ce pas contribuer aux indicateurs mondiaux en termes de réduction de ce fardeau. Le projet a 5 grands objectifs. Je ne vais pas m'attarder sur les objectifs. On va aller crescendo dans ce sens-là. Je vais revenir sur ça lorsqu'on va présenter la réalisation. Donc, pour ce projet, nous avons les activités qui sont mises en œuvre dans 6 pays, le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Nigeria, la Tanzanie. Pourquoi ces 6 pays? C'était ces 6 pays choisis par le Fonds mondial lorsque ce projet a été attribué à CS4ME. Et surtout, ils font partie parmi les pays les plus touchés par le paludisme et surtout des pays avec certaines avancées en termes de lutte contre le paludisme. Donc, nous espérons toujours avec le plaidoyer que nous menons pouvoir nous assurer que d'autres pays puissent être pris en compte dans la mise en œuvre de ce projet. En termes de réalisations majeures obtenues en 2024, nous avons été fiers de pouvoir compter sur vous lors du lancement de ce projet qui s'est tenu en février 2024. Je crois que c'était le 15 février. Slide. Lors de ce projet, nous avons grandement présenté les objectifs généraux de ce projet, comment nous allons travailler tous ensemble à la réalisation des activités de ce projet. Nous avons eu le Fonds mondial qui nous a gratifié de sa présence, honoré de sa présence durant ce lancement pour pouvoir présenter les activités majeures qui allaient mises en œuvre dans ce projet. Et à cet effet, au cours de l'année 2024, nous avons développé un outil qui vous a été présenté précisément le 5 juin 2024. L'outil, c'est le Fonds mondial, ce que je dois savoir en tant que OSC actif dans le contre-paludisme. À ce jour, l'outil est disponible, qui va être disséminé d'ici peu à l'ensemble des membres CS4ME pour mieux vous imprégner et pouvoir l'utiliser dans vos différentes réunions, dans vos différentes sessions de renforcement des capacités et aussi dans les différentes opportunités de rencontres avec d'autres organisations au niveau communautaire, au niveau régional, même au niveau mondial. Slide. À côté de cela, nous avons continué avec la mise en œuvre d'autres activités pour pouvoir continuer à mettre en avant les communautés vulnérables dans le cadre du GC7. Et dans ce sens-là, nous avons mis en place un newsletter qui présente les actions majeures menées par la société civile dans le cadre du GC7. Donc, cette newsletter-là, dont vous voyez la première de couverture, la première édition semestrielle a été publiée en septembre 2025, qui couvrait les actions menées par la société civile entre janvier et juin 2024. Donc, dans cette newsletter, nous donnons l'opportunité aux OSC qui, au quotidien, travaillent avec les communautés vulnérables, de présenter leurs actions et qui concourent à la lutte contre le paludisme dans leurs pays respectifs. Également, les actions menées au niveau régional sont présentées tout au long de dans la newsletter pour pouvoir apprécier l'impact des interventions de la société civile CS4ME dans la lutte contre le paludisme. Toujours dans le cadre de nos activités de renforcement des capacités liées à l'objectif 1 de ce projet, nous avons développé un guide de facilitation de suivi des interventions clés de lutte contre le paludisme menées au niveau communautaire. Le guide est développé avec l'appui d'un consultant. Nous avons présenté le guide lors d'un webinaire mené le 16 octobre dernier, au cours de laquelle nous avons eu plus d'une centaine de participants à cette formation, à cette présentation. Et il s'agit d'un guide pratique dans lequel nous retrouvons les conseils essentiels pour pouvoir, toute organisation qui désire faire un suivi des interventions menées dans le contre le paludisme dans sa communauté peut trouver des conseils simples, une méthodologie facilement applicable pour pouvoir faire ce suivi. Donc, nous allons également profiter de cette année 2025 pour présenter officiellement la version finale de ce guide qui a reçu les contributions de plusieurs d'entre nous comme membres de CS4ME dans l'élaboration de ce document. Slide. À côté de cela, nous avons ce grand rendez-vous que nous menons chaque année depuis pratiquement 4 ans, qui est le CS4ME Annual Forum. Cette année, c'est tenu le 23 avril, avec près de 300 participants venant de 34 pays qui ont répondu présent à
un forum vraiment inédit quand nous avons eu l'infini honneur, je dirais même le grand honneur d'avoir des responsables mondiaux de 3 grandes organisations, le Fonds mondial, PMI et Expertise France. Donc, ces 3 grandes organisations nous ont honorés de leur présence et ont fait une présentation adressée à la société civile pour montrer l'importance de notre action dans la lutte contre le paludisme. Donc, nous profitons déjà pour vous dire que pour 2025, nous allons encore upgrade pour pouvoir vous fournir les meilleures informations en termes de lutte contre le paludisme et surtout montrer la contribution de la société civile dans ce sens-là. Comment la société civile, du niveau communautaire jusqu'au niveau mondial, travaille d'arrache-pied chaque jour pour pouvoir présenter la voix des communautés vulnérables dans les instants de prise de décision. Slide. Ça, c'est juste le flyer de présentation de ce webinaire. À côté de cela, nous avons toujours cette session, ce partage en ligne que nous faisons chaque trimestre, qui est le CS4ME Malaria Talk, au cours desquels nous donnons l'opportunité à la société civile elle-même de pouvoir édifier d'autres acteurs de la société civile. Donc, au cours de l'année 2024, nous avons eu 3 grandes sessions. Une sur tout ce qui est activité paludisme dans le cadre du GC7, quels sont les défis rencontrés. Nous avons parlé de l'engagement communautaire, nous avons également parlé du rôle de la société civile dans le CLM. Donc, c'est en 2025, nous invitons également à pouvoir nous faire part de vos propositions de thématiques que vous aimeriez qu'on échange durant les coffee talks ainsi que durant les webinaires qui sont délivrés chaque mois par le secrétaire CS4ME Slide. Donc, ici, nous avons juste quelques flyers. On va avancer rapidement. Ici, nous avons le soutien que nous apportons aux membres CS4ME en termes de suivi stratégique, en termes de communication, pour pouvoir nous assurer que non seulement les membres sont impliqués dans la mise en œuvre des activités, mais surtout que les membres CS4ME, qui sont également membres des CCM dans leur pays respectifs, puissent participer au développement de CS4ME et à la mise en œuvre des activités de ce projet. Slide. Ne vous inquiétez pas, nous allons partager avec vous cette présentation, ainsi que les présentations précédentes pour vous édifier à ce sujet-là. Slide. Au niveau pays, comme je le disais plus haut, nous avons le projet Community Engagement, qui a des activités au niveau régional en virtuel et des activités parfois en présentiel au niveau pays. Au niveau pays, nous avons eu à procéder à l'adaptation du kit de formation sur le Fonds mondial dans chacun des CP d'implémentation de ce projet-là. Et également, nous avons eu les différentes organisations qui interviennent dans ce projet ont travaillé au remplissage d'une fiche appelée « Ma connexion au Fonds mondial ». Il s'agit d'une fiche qui donne des renseignements essentiels sur ce que c'est que le Fonds mondial au niveau pays. C'est quoi le CCM de mon pays? Où est-ce que je peux trouver le CCM de mon pays? Quels sont les PA de mise en œuvre du projet? Quels sont les SA? Donc, toutes ces informations essentielles sont contenues dans la fiche Ma connexion au Fonds mondial qui est présent dans l'outil le kit du Fonds mondial, ce que je dois savoir en tant qu'OSC. Ici, c'est juste quelques photos des OSC qui ont travaillé dans ce sens-là. Également, en 2024, nous avons fait une action majeure en tant que secrétaire de CS4ME. C'est nous avons procédé à la mise à jour, pour ne pas dire au update, du guide CS4ME CLM des programmes clés de lutte contre le paludisme. Pour vous rappeler, en 2022, nous avons développé ce guide pour pouvoir donner le maximum d'informations possibles aux OSC sur comment réaliser un CLM dans sa communauté. Chaque jour, de nouvelles évidences sont produites en termes de recherche, en termes de nouveautés dans la mise en œuvre des interventions majeures. Et le CLM n'est pas en reste. Donc, avec tout ce qui a été produit comme évidence entre 2022 et 2024, nous, au niveau du secrétaire CS4ME, nous avons pris ces différentes évidences, nous avons pris vos contributions à vous pour pouvoir améliorer le contenu de ce guide afin de le rendre plus actuel et plus facilement utilisable par les OSC. Donc ici, nous avons quelques sessions des ateliers d'échange avec la société civile pour pouvoir recueillir le feedback sur le guide de CS4ME CLM paludisme. Donc, nous sommes allés au-delà des OSC qui font dans le paludisme. Nous avons également cherché à avoir les feedbacks de ceux qui font dans le TB et le VIH.
À côté de cela, en 2024, toujours, nous avons eu à travailler à l'élaboration d'un plan d'action de plaidoyer SMART. Au niveau du secrétariat CS4ME, nous développons un mini-guide qui sera également publié en 2025 sur comment élaborer ou développer un plan de plaidoyer SMART. Dans chacun des 6 pays de mise en œuvre du projet Community Engagement, il y a eu déjà des premiers plans qui ont été produits et qui feront l'objet d'une présentation lors d'un webinaire où nous allons partager, ou d'un coffee talk, nous allons partager avec l'ensemble de la société civile, CS4ME, comment faire un plan de plaidoyer SMART. Je vous assure, c'est un outil très important pour nous en 2025 qui allons être intensément impliqués dans la mise en œuvre des campagnes de plaidoyer afin de pouvoir soutenir les grandes instances mondiales de lutte contre le paludisme. Nous aurons besoin de mettre sur pied des plans de plaidoyer SMART. Donc ici, nous avons l'exemple du Nigeria où des sessions sont tenues dans différentes étapes pour pouvoir développer le plan de plaidoyer. Slide. Toujours au niveau pays, nous avons continué à renforcer la présence des task forces nationales PNLP, société civile CS4ME, mais nous avons innové, pour ne pas dire lancé officiellement en 2024 la task force PNLP, société civile CS4ME dans 3 pays, dans 3 nouveaux pays, le Ghana, la Tanzanie et la Côte d'Ivoire. Tandis que dans les 3 autres pays que sont le Niger, la Cameroun, les activités de la task force se poursuivaient. Donc, c'est cette phrase, vous allez juste voir quelques photos de toute la task force. Donc, du côté gauche, c'est Mme Cécilia Seno qui co-présidait le lancement de la task force du côté du Ghana. Et du côté droit, c'est la task force du côté de la Tanzanie, en présence des acteurs majeurs de la lutte contre le paludisme, du PNLP et M. Thomas Nyelmangi comme point focal. Je vais rapidement passer sur les actions majeures menées dans le cadre du CS4ME. Et juste pour rappel, à ce jour, nous comptons plus de 900 membres dans 48 pays d'Afrique et d'Asie. On peut être fiers de nous pour le renforcement de la présence du CS4ME dans plusieurs pays à travers le monde entier. Et ce n'est pas uniquement en Afrique et en Asie. Nous avons également des membres en Amérique du Sud et en Océanie. Donc, merci à tous ceux qui ont contribué à renforcer la présence des CS4ME dans tous ces pays et dans chacun de nos pays respectifs, à faire augmenter le nombre de membres pour pouvoir unir de manière encore plus concrète la société civile et pouvoir travailler d'un commun accord tous ensemble pour pouvoir atteindre les objectifs mondiaux en termes de lutte contre le paludisme. Et dans ce sens-là, nous avons eu à tenir la réunion annuelle des membres CS4ME 2024 et tout au long de l'année 2024, nous avons voulu mettre en avant les membres CS4ME en leur donnant les dernières informations possibles en termes de lutte contre la maladie. C'est ainsi que nous avons organisé plusieurs webinaires, dont un sur la résistance dans la lutte contre le paludisme avec un expert venu du Cameroun, au cours de laquelle nous avons eu près de 170 participants qui ont répondu présents à ce webinaire. L'objectif était de pouvoir me présenter de manière claire quels sont les foyers de résistance dans le cadre du paludisme au Cameroun, en Afrique principalement et également en Asie, et surtout qu'est-ce que la société civile peut faire pour pouvoir contribuer à réduire l'impact de cette résistance à la lutte contre le paludisme observée depuis un bout de temps déjà. Le docteur Rob l'a si bien signalé, le rapport de l'OMS 2024 sur le paludisme a apporté énormément d'informations dans ce sens-là. Un autre aspect, c'était la prise en compte du genre dans la lutte contre le paludisme au niveau communautaire. Et dans cet effet, nous avons réalisé jusqu'à 3 webinaires en 2024 sur cette thématique très, très, très importante. Je vais encore revenir sur ce que disait le docteur Rob. Le rapport OMS 2024 sur la situation du paludisme a présenté pour la première fois l'impact du genre dans le contre le paludisme. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est important de pouvoir prendre en compte cette question du genre et pouvoir soutenir toutes les interventions, toutes les actions qui promeuvent le genre en faveur de la lutte contre le paludisme. Slide. Et à cet effet, nous avons eu
des experts venant du Fonds mondial, des organisations telles que Chai, qui ont édifié la société civile sur la prise en compte du genre. Et pour finir l'année 2024, nous avons fait un webinaire avec une experte venant du secrétariat CS4ME sur comment mener un suivi d'évaluation des qualités des interventions de contre le paludisme. Et nous sommes heureux que plusieurs acteurs de la société civile, membres des CCM également, ont participé à ce webinaire au cours de laquelle on a donné des conseils vraiment pratiques. C'est comment définir des indicateurs SMART, comment conduire un suivi, évaluation et quelques autres points. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller sur notre page web, notre site CS4ME, pour pouvoir découvrir toutes les présentations qui ont été faites lors de nos webinaires, ainsi que sur notre chaîne YouTube et Impact Santé Afrique pour pouvoir voir toutes les vidéos de webinaires menés. Slide. À côté de cela, nous avons nous avons travaillé à renforcer les groupes les working groups CS4ME. Et dans le cadre de ces working groups, nous avons donné l'opportunité de pouvoir revenir sur le CLM. Et en fin d'année dernière, nous avons lancé un appel à best practice. Donc, vous voyez le flyer là, qui va être normalement, on a la date limite de soumission de vos best practices fixée au 15 décembre. Mais nous allons relancer cet appel en 2025 pour pouvoir collecter les meilleures pratiques observées en termes de mise en œuvre du CLM paludisme dans vos pays respectifs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous soumettre vos best practices à l'adresse du secrétariat CS4ME pour pouvoir partager avec nous ce qui se fait de mieux en termes de CLM dans vos pays respectifs. Et surtout, il y aura une surprise à la fin pour les meilleurs best practices qui seront sélectionnés et validés par l'équipe de revue de ces best practices. Slide. Oui, j'ai abordé le cas des working groups. Les working groups ont été en quelque peu mis en veille en fin d'année dernière, mais nous comptons relancer les working groups cette année. Nous allons faire un webinaire de lancement de 2 principaux working groups. Je ne vais pas dire en plus, je vais juste vous donner l'opportunité de pouvoir être attentif aux différentes communications du secrétaire CS4ME, car nous allons revenir plus en détail dans ces working groups. Ici, sur cela, nous avons voulu résumer les différents outils qui ont été développés par CS4ME, non seulement particulièrement en 2024, et c'est tout ce que j'ai déjà présenté depuis le début, le guide CS4ME actualisé, le kit sur le Fonds mondial et le guide sur les interventions de lutte contre le suivi des interventions de lutte contre le paludisme. Donc, ici, vous verrez le lien pour pouvoir vous approprier de ces outils en ligne qui sont aussi bien en français et en anglais. Donc, n'hésitez pas à partager ces liens qui va être mis dans le chat box pour que vous puissiez rapidement consulter les outils et renforcer vos capacités dans ce sens-là. Nous allons profiter de cette réunion pour vous dire que dans le même sillage que 2024 et les années précédentes, nous allons continuer à proposer des thématiques pour le renforcement des capacités. Ici, c'est une proposition déjà de thématiques qui vont être mises réalisées en 2027. Mais d'ici peu, nous allons vous envoyer un lien pour que vous également vous nous donnez d'autres idées de thèmes que vous aimeriez qu'on puisse s'attarder dessus pour pouvoir renforcer la capacité des OSC en 2025. Par exemple, nous allons pouvoir nous attarder sur le changement climatique. Nous allons encore revenir sur la prise en compte du genre, la lutte contre le paludisme, sur le CLM et sur les activités communautaires. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos autres idées également dans le chat box ou bien par le lien qui va vous être envoyé pour qu'on puisse recueillir toutes vos idées et pouvoir ressortir un calendrier clair des thèmes de webinaire de renforcement des capacités qui vous sera partagé par la suite. Slide. Je vais finir en présentant de manière brève un dernier projet que nous avons eu l'opportunité de lancer en 2024 également. C'est le projet Gender Collective Fund qui est mis en œuvre dans 6 pays.
avec quelques activités au niveau régional. C'est un projet qui est qui est un consortium avec TB Women et White Plus Global. Et dans ce projet, nous comptons renforcer la présence renforcer la présence des jeunes filles dans la lutte contre les 3 maladies à travers le plaidoyer et l'influence et surtout la mise en avant de toutes les actions gender transformatives. Donc, le projet compte 3 grands objectifs et cible essentiellement les jeunes filles, les adolescents et les jeunes femmes. Donc, plusieurs d'entre vous ont déjà été interpellés pour pouvoir peut-être participer à ce projet et vous pourrez trouver de plus en plus d'informations lorsque nous allons partager la présentation. Slide. En termes de réalisations majeures pour le projet, dans le cadre de ce projet, nous avons déjà eu à participer à l'Elimination Meeting qui s'est tenu au Nigeria en août 2024 pour pouvoir lancer officiellement ce projet. Il y a eu la revue d'un appel à candidature pour les grantistes venant de CS4ME pour pouvoir s'assurer que la composante des paludisme soit bien représentée dans le cadre de ce projet. Et il y a eu également la nomination d'un représentant de la société civile pour le Advisory Group Health for Voice Fund. Et nous profitons pour féliciter une fois de plus Mme Suzanne Bilor pour sa nomination au sein de ce groupe au sein de ce advisory group. Slide. Maintenant, en termes de perspective pour l'année, je ne suis pas allé vite en besoin. On peut revenir par en arrière, pardon. Ah oui, il y a également eu la sélection de 3 jeunes filles et femmes pour faire partie de l'accord de la TB Academy venant de CS4ME et également le recrutement d'un consultant qui travaille actuellement au développement des outils, des modules pour pouvoir renforcer la capacité sur le genre, le paludisme qui sera intégré dans le TB Academy, également l'élaboration de ces outils de manière claire avec le renforcement des capacités techniques des grantistes sur tout ce qui est lié à la lutte contre le paludisme et la TB, en prenant en compte les aspects de plaidoyer pour pouvoir renforcer les actions de santé dans les différents pays mis dans ce projet. Maintenant, en termes de perspective 2025, slide, nous comptons disséminer les outils qui ont été développés et présentés plus haut. Nous comptons continuer à renforcer la capacité des membres CS4ME sur les différents outils développés, apporter une assistance technique aux OSC, surtout dans le cadre du projet Community Engagement, continuer le renforcement des capacités des task forces nationales dans les différents pays de mise en œuvre, où c'est déjà créé, et concourir à la création d'autres task forces dans d'autres pays où nous avons la présence des membres CS4ME. Nous allons continuer à organiser le forum annuel CS4ME ainsi que les CS4ME Coffee Talk. Et également, dans les pays de mise en œuvre du projet Community Engagement, nous avons la mise en place des tables rondes nationales Making this 7 work for us avec la participation des OS et des autres maladies. Toujours en termes de perspective pour 2025, nous aurons à lancer officiellement une initiative que je vais laisser le soin à ma collègue Martine de le faire. Mais à côté de cela, il y aura, nous allons continuer avec des réunions du Steering Committee, le renforcement des capacités, des points de CS4ME et continuer avec la mise en œuvre des activités du projet Gender Quality Fund. Slide, please. Donc, comme vous voyez sur la slide, nous avons beaucoup d'activités qui visent les jeunes filles et les femmes pour pouvoir renforcer les capacités sur les thématiques liées au genre et afin qu'elles puissent être plus actives dans le contre les 3 maladies. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Tout au long de cette année, nous aurons énormément de sessions de renforcement des capacités. Et dans ce sens-là, nous avons beaucoup
de thématiques qui vont être abordées. N'hésitez pas, comme je dis tout à l'heure, à pouvoir nous donner également vos contributions dans ce sens-là et nous allons pouvoir caler toutes ces thématiques-là pour continuer à contribuer au renforcement de la capacité de la société civile. Sans plus tarder, peut-être je vais d'abord passer la parole à ma collègue Martine pour pouvoir nous parler du lancement de cette initiative. Merci beaucoup, Fidèle. Merci à tous. Merci à tous pour avoir pris de votre temps pour participer à cette réunion. I think I will switch in English. Okay, I think I will switch in English. And here is the great news that we wanted to announce today is that we are taking this opportunity, the opportunity of this annual meeting of the CS4ME members to announce to you that we are launching the CS4ME CCMI initiative. So we are here talking about the CS4ME Climate Change and Malaria Initiative. We know that climate change is making malaria harder to control and more unpredictable, and the impact is significant and happening more each year. That's why we have been working on a collective action by malaria community to really launch this initiative. So we are going to work with all the CSOs and all our partners to support existing campaigns and programs on malaria and climate change with a stronger participation and stronger interest of the civil society organizations. We are going to work with you during this year, or we are going to work together in order to launch campaigns, in order to participate to consultation, to put in place and implement programs and projects on the topic. We are also going to have many trainings now on the specific topic of climate change and malaria. And yes, together we are going to do great things within this initiative. So we are counting on you so that when we are going to send you messages or send out communication concerning this, you are going to participate. We have the opportunity to have also discussed with some of you on this initiative. We had these opportunities, and we are going to continue these consultations to really make our voice heard in this particular topic. We saw in the presentation of Dr. Rob earlier that climate change is now a big deal in the fight against malaria, and we really need to consider that. So we are not going to say much about this now. Just stay tuned and stay connected. We are going to communicate more on this in the days that are coming. Thank you, everyone. And yes, as usual, we know that we can work together and that everyone here will support. Thank you so much. Thank you, Fidel, for giving me this opportunity to talk about the initiative. Thank you. Merci beaucoup, Martine. Merci infiniment pour cette grande initiative. Depuis le début de notre webinaire, de notre réunion annuelle des membres CS4ME, nous avons beaucoup parlé du changement climatique et de son impact dans le contre le paludisme. C'est pour cette raison, et surtout avec tous les derniers résultats en termes d'effet du changement climatique dans le contre le paludisme, que nous avons jugé au sein du secrétaire CS4ME de lancer cette grande initiative pour montrer à quel point la société civile, elle également, veut contribuer à pouvoir adresser cette problématique majeure, cette grande problématique qu'est le changement climatique en termes sur la lutte contre le paludisme. Donc, comme l'a si bien dit Martin, nous aurons énormément de communication qui va être faite là-dessus. Nous allons inviter les membres CS4ME à rejoindre cette initiative
et surtout à donner leur contribution afin de pouvoir prendre en compte l'aspect changement climatique dans le contre-paludisme. Donc, des très belles choses sont à venir et restez juste connectés. Nous allons rapidement finir nous allons rapidement finir notre présentation avec des activités de communication qui ont été faites par CS4ME en 2024. Donc, juste quelques secondes pour pouvoir caler cela. Donc, en termes de communication en 2024, nous avons nous avons essentiellement partagé énormément d'informations sur le paludisme à travers notre Malaria News et aussi rappeler tout ce qui a été fait en termes d'innovation à travers la grande communauté de lutte contre le paludisme dans CS4ME et aussi dans les grandes instances de lutte contre la maladie. Également, nous avons eu à présenter le maximum possible des activités menées par les membres de CS4ME et surtout la grande contribution des acteurs de CS4ME dans les grandes réunions de prise de décision au niveau régional et au niveau mondial en termes de lutte contre le paludisme. Présenter ce que les acteurs de la société civile, membres de CS4ME, font comme activité dans leurs pays respectifs avec les instances de prise de décision pour pouvoir lutter contre la maladie. Tout au long de l'année, nous avons eu à relayer, booster la visibilité des membres, que ce soit à travers les Coffee Talk, à travers les webinaires de formation, à travers tout autre type de communication. Nous n'avons pas cessé de vraiment booster ces membres, booster la présence des membres CS4ME sur les différents réseaux sociaux de la plateforme. Et surtout, il y a nous avons également présenté comment est-ce que devenir membre CS4ME. Nous allons partager dans le groupe, dans le chat le lien pour devenir membre CS4ME. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cela massivement auprès d'autres organisations actives dans la lutte contre le paludisme dans vos pays respectifs. Une communication spéciale a été faite lors du CS4ME Annual Meeting 2024, au cours de laquelle nous avons eu à voir tout un tas de vidéos et de posts des différentes communications faites par les leaders de la société civile, par les leaders mondiaux de la lutte contre le paludisme, par des acteurs étatiques. Donc, cette année encore, nous comptons continuer dans le même sens et pouvoir donner la parole au maximum d'acteurs possibles pour pouvoir dire à quel point il est essentiel de rester unis dans le contre le paludisme et pouvoir en finir enfin avec ce fléau qui mine nos communautés. Toujours en 2024, nous avons lancé officiellement la chaîne, la chaîne WhatsApp de CS4ME et nous sommes heureux de tout ce qu'on a déjà pu souscrire à cette chaîne-là et nous procédons continuellement à la mise à jour des informations, au partage des informations sur la lutte contre le paludisme à travers notre chaîne WhatsApp. Et également, nous avons amplifié notre communication à travers la production de vidéos de plaidoyer et également à travers d'autres activités menées par les membres CS4ME. Donc ici, c'est juste quelques slides de tout ce qui a été fait par les membres CS4ME tout au long de l'année 2024 en termes d'activités et qui a été relayé sur nos différents réseaux sociaux. Toujours dans le cadre des activités de communication de CS4ME, nous avons annoncé officiellement la mise, les différents rapports et outils majeurs qui ont été développés tout au long de l'année. Ici, par exemple, sur ce slide, vous voyez la newsletter CS4ME 17, dont le premier numéro a été publié le 5 septembre 2024, et le rapport annuel CS4ME 2023, qui a été officiellement publié en avril 2024. Donc, c'est quelques-uns de ces outils ou rapports développés par CS4ME et qui donnent la latitude ou la part belle aux OSC sur ce qui a été fait en termes de lutte contre le paludisme
par leurs soins dans leurs comités respectifs et également au niveau régional. Toujours dans le même sens, nous allons continuer à donner vraiment cette visibilité à travers les messages de plaidoyer, à travers les actions menées par les OS au niveau national et au niveau régional. Donc, s'il vous plaît, une fois de plus, nous vous incitons, nous vous sensibilisons, partagez avec nous tout ce que vous faites comme action de lutte contre le paludisme. Nous n'hésiterons pas à le partager cela sur nos différentes pages pour vous donner de la visibilité. La société civile fait énormément de travail. N'hésitez pas à partager cela avec nous pour qu'on puisse mettre en avant tout ce que vous faites. Ne négligeons pas ce que la société civile fait. Donc, c'est en communiquant massivement sur nos actions majeures que nous également, la société civile sera de plus en plus prise en compte au sérieux dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et pour finir, nous avons également fait des communications sur d'autres aspects, tels que la campagne de dissémination du World Malaria Report 2024, également sur tous les messages associés à ce rapport-là et à d'autres rapports mondiaux de lutte contre le paludisme. Nous sommes heureux de vous apprendre qu'en 2024, nous avons eu plus de 25 000 personnes qui ont eu à lire notre contenu sur nos différents réseaux sociaux et près de 317 nouveaux followers sur nos différents réseaux sociaux. Merci une fois de plus à tous pour avoir contribué massivement à ces réalisations et nous ne cesserons jamais de pouvoir vous mettre à contribution pour une plus grande visibilité des actions de CS4ME. Je vais finir en présentant, en revenant une fois de plus sur la chaîne WhatsApp liée à la lutte contre le paludisme qui a été créée en 2024. Quel est le but de cette chaîne? La chaîne WhatsApp qui a été créée par Impact Santé Afrique en 2024 a pour but d'informer, de sensibiliser, d'engager et de mobiliser les acteurs locaux à ce qu'ils prennent des actions fortes dans le cadre de la lutte contre le paludisme, en partageant la bonne information à temps et surtout en disséminant les outils nécessaires pour pouvoir agir de manière conséquente en faveur de l'élimination du paludisme. La chaîne WhatsApp présente les informations en 2 langues, l'anglais et le français, et nous espérons à travers notre chaîne WhatsApp de pouvoir continuer à communiquer avec l'ensemble de nos followers sur les derniers updates en termes de recherche dans le contre le paludisme, traitement, vaccin, stratégie de prévention ou tout autre rapport publié pour pouvoir nous édifier en ce qui concerne les dernières trouvailles dans le contre le paludisme. À travers la chaîne WhatsApp créée, nous comptons continuer à faire du contenu éducationnel, des formations pour vous permettre de mieux comprendre ce que nous pouvons faire ensemble dans le contre le paludisme, des conseils pratiques pour nous, nos familles et nos communautés respectives, toujours dans le même sens, et surtout partager également des histoires inspirantes des individus et organisations qui font des différences au quotidien en termes de lutte contre le paludisme. N'hésitez pas à partager avec nous tout ce que vous faites. Rien n'est à négliger, car chaque petite pierre que nous mettons comme contribution dans le centre de la lutte contre le paludisme est une grande avancée pour pouvoir nous permettre d'arriver enfin à éliminer cette maladie qui continue à tuer les populations. Donc, pour pouvoir participer et suivre nos informations sur la chaîne WhatsApp créée par Impact Santé Afrique, il y a ce lien qui va être partagé dans le chat box. Et une fois de plus, dans nos différents groupes WhatsApp pour que vous puissiez avoir les dernières informations en termes de lutte contre le paludisme. Donc, les infos sont partagées chaque mardi et mercredi pour les nouveaux, les dernières updates sur notre chaîne WhatsApp paludisme. Une fois de plus, merci à tous pour votre attention, pour vos sollicitations, pour vos remarques, pour vos observations et surtout pour votre engagement. C'est tous ensemble que nous réussissons et que nous allons réussir à contribuer massivement à réduire le fardeau du paludisme dans nos communautés respectives, dans nos pays respectifs, sur notre continent, sur le continent asiatique, et enfin éliminer le paludisme d'ici 2030. Merci. Sans plus tarder, je vais donner l'opportunité pour prendre peut-être 2 questions ou 2 réactions à l'issue de cette présentation. Si vous avez des réactions, est-ce qu'il y a des commentaires en ligne ou des questions qui
nécessitent d'une réponse particulière. Avant de vous partager un lien, oui, M. Malumbi, vous avez la parole, s'il vous plaît. Ok, M. Malumbi, c'est Marie-Laure, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, meilleurs vœux. Ce n'est pas une question, mais c'est plutôt une joie que je viens exprimer. Je viens exprimer cette joie parce que je vois que tout ce que la majorité des recommandations qu'on a eu à faire depuis, je crois, fin 2023, tout au long de l'année 2024, aujourd'hui, nous rentrons en plein dans ces interventions-là. Je ne manquerai pas de dire merci à tous les intervenants parce que vraiment, nous avons encore beaucoup appris et j'aime bien ces webinaires-là qui sont riches en informations. Quand Fidèle parle du renforcement de capacité, je ris toute seule dans mon bureau là. Je dis, voilà, je vais encore être nourrie, je vais encore être renforcée. Vraiment, félicitations à toute l'équipe de CS4ME. Continuez et ensemble continuons. Merci beaucoup pour la thématique qui a été prise en compte, à savoir le changement climatique dans la lutte contre le paludisme. Nous en avons vraiment besoin. Encore bravo, bravo et bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Laure. Vraiment un grand merci, Marie-Laure. C'est grâce à vous tous, membres de CS4ME, grâce à votre engagement, à votre mobilisation et au travail communal au quotidien que le secrétaire CS4ME arrive à présenter ses résultats. C'est nous tous qui faisons CS4ME. Ce n'est pas uniquement le secrétaire, ce n'est pas uniquement Fidèle, ce n'est pas uniquement Sorel, ce n'est pas seulement Martine. Ce n'est pas seulement Marie-Laure, ce n'est pas seulement M. Malumbi, c'est vraiment nous tous. Je pense que tous ensemble, nous allons continuer à travailler dur, à nous montrer un peu plus engagés pour que petit à petit, nous irons vers l'élimination. Nous allons continuer à renforcer les capacités, nous allons continuer à apporter l'assistance technique du mieux que nous pourrons, nous allons continuer à partager les dernières updates en termes de lutte contre le paludisme. Donc, ne vous inquiétez pas, nous ferons toujours notre mieux pour apporter le maximum d'informations possibles et dans les plus brefs délais avec l'ensemble de la plateforme CS4ME. Oui, M. Malumbi, vous avez la parole, s'il vous plaît. M. Malumbi, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Fidèle, pour votre brillante présentation. En tout cas, beaucoup de choses se font. En tout cas, vous m'entendez? Allô, vous m'entendez? Allô? 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 Fidèle? Oui, on vous entend. On vous entend. Oui, merci beaucoup. Donc, je disais que merci, Fidèle, pour votre présentation. Très clair. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure ma dévancière, c'est que si vous avez fait un grand boulot, en tout cas, félicitations à toute l'équipe de cette famille. Monsieur Malumbi, vous pouvez fermer votre micro. Pardon? Oh, mais comment ça? Allô? Si on vous écoute. Allô? On t'écoute, vas-y. Vous m'entendez là, s'il vous plaît? On vous entend, continuez. Ah, mais c'est paradoxal, là, moi je comprends pas. Non, continuez, on vous entend. Non, M. Malumbi, allez-y, s'il vous plaît. OK. Merci énormément, M. Malumbi. On ne vous a pas très bien. C'est bon, vous m'entendez? Mais merci énormément pour votre intervention. Je crois qu'on va tirer quelques petits mots pour résumer ça dans le chat. Ça va beaucoup nous aider. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, je... Oui, on vous entend, monsieur. Bon, écoutez, bon, apparemment... donc, on vous entend parler seulement. Bon, donc je disais que je voulais revenir sur la thématique innovante, notamment le climat et le paludisme, le changement climatique et le paludisme. Je pense que, comme vous l'avez dit, que vous attendiez disons, les contributions des uns et des autres. Vous n'avez pas dit des unes et des autres en termes d'association, mais je voulais revenir sur ça pour dire qu'il serait souhaitable
c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est à tout le monde ou bien à une équipe de mettre en place une équipe de travailler sur ça pour donner les orientations précises sur les axes sur lesquels nous allons intervenir. Est-ce que, par exemple, en termes de données, est-ce qu'on a besoin de données en termes de changement, c'est pas de questions climatiques de chaque pays? Est-ce que nous avons les données, par exemple, du paludisme? Est-ce que les stratégies, je pense que c'est souhaitable de mettre, c'est pas une équipe qui devait piloter tout ça, et surtout de définir les axes prioritaires pour l'heure. Parce qu'on ne va pas aller dans tous les sens. Il faut qu'on arrive d'abord à prioriser les axes sur lesquels on va travailler, peut-être sur deux ou trois années. Et ensuite, on va regarder quels sont vraiment les éléments à rassembler de manière un peu de manière urgente pour répondre à cette nouvelle et innovante, c'est-à-dire thématique. Donc, voilà les éléments que je tenais à dire. Donc, encore merci pour tout et surtout un merci spécial à la coordonnatrice mondiale de CS4ME. Merci beaucoup. On n'entend plus les gens parler ici. C'est comme... Fidèle. J'ai conclu. Allô, vous nous entendez maintenant? Oui, très bien. Là on entend. Oui, on a compris, mon cher frère. C'est maintenant Fidèle. Oui, nous entendons maintenant. Ok, bon. Bon, ok. Martine va apporter quelques éléments de réponse à la série de M. Malumbi. Martine, tu as la parole. Ok, merci beaucoup, M. Malumbi, pour les recommandations et les suggestions. Je suis là. C'est justement ce qu'on attendait de vous, de voir quelles sont les actions que vous souhaitez qu'on mène immédiatement. Donc, nous retenons ce que vous avez dit, qu'on va mettre sur pied un comité pour pouvoir parler de cette question un peu spécifiquement. Nous allons également définir les priorités ensemble. Nous enverrons des invitations très prochainement pour des réunions dans ce sens. Et ensemble, bien sûr, nous allons voir quelles sont les données urgentes que nous devons collecter parce qu'on ne peut pas agir sans avoir des données. Donc, oui, bien sûr, tout le monde sera impliqué dans ce processus. Merci beaucoup. Nous reviendrons certainement avec un questionnaire vers vous pour voir comment est-ce que vous souhaitez qu'on procède. Et là, après avoir recueilli les feedbacks, nous allons faire la synthèse et partager avec vous quelles sont les actions à mener, les suggestions, selon les suggestions que vous aurez faites. Merci. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, M. Malumbi, pour votre intervention. Rapidement, on va clôturer notre réunion. Avant de clôturer, on a partagé dans le chat un lien pour pouvoir nous donner votre opinion sur cette réunion et surtout sur tout ce qui est sur les attentes pour 2025. J'ai pris chacun de pouvoir, je vais créer le lien et montrer, j'espère que je vais pouvoir partager cela. David, on n'a pas besoin d'un code pour pouvoir faire le Mentimeter. OK. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse voir cela. Donc, on va rapidement faire le temps de permettre à chacun de remplir le Mentimeter. On va rapidement passer la parole à un autre membre du Standing Committee de CS4ME, Dr. Champa, pour le mot de clôture. Entre-temps, les différentes participants pourront cliquer sur le lien pour remplir le Mentimeter. Please, Dr. Champa, we want to give you the floor for the closing remark. Thank you very much, Fidel. Am I audible? Yes, Dr. Champa, you have the floor. Am I audible? Can you hear me? Yes. Hello, can you hear me? Okay, thank you. So good morning, good afternoon. At the outset, I would like to thank CS4ME for organizing this important annual meeting with very relevant agenda and giving me the opportunity to give the closing remarks. It's a privilege. Through the sessions, we have heard the salient points regarding the WHO 2024 Annual Malaria Report.
And then insights on the Global Fund replenishment campaign, especially what civil society organizations need to know, innovative advocacy solutions for maximum impact, CS4ME activities, great ones, and next steps, including climate change and malaria initiative, and most notably, tremendous endeavors at national and subnational levels by the CS4ME member organizations. These are indeed hugely pertinent at this juncture. We all know that. We have already heard from the WHO that many countries are nearing or reaching elimination, and there is progress, and subnational elimination with few hotspots are also there in many countries. The World Malaria Report 2024 underscores, however, that the scenario is not so cheery in terms of malaria situation globally, regionally, and in many countries. And we are aware that WHO Global Technical Strategy 2016-2030 calls for a reduction in malaria case incidence and mortality rate of at least 40% by 2020, 75% by 2025, and 90% by 2030 from a 2015 baseline. However, we are aware that the GTS and the SDG Sustainable Development Goal 2025 and 2030 targets for malaria morbidity and mortality are unlikely to be met, as the 2023 global malaria incidence is nearly 3 times higher than needed to reach the target. Although malaria mortality has decreased, it remains more than twice the target level. So therefore, it's not really a very cheery situation, and there is a lot of work ahead together with all of you. As countries are striving to achieve reduction in malaria cases and deaths, a great emphasis is on the community, human rights, and gender equality. We have heard all the speakers since morning. Ensuring access to available interventions, leaving no one behind, tailored for the context, is of prime importance. At the same time, involvement of affected communities and individuals, as well as CSOs in strategic planning, implementation, and monitoring and evaluation, instead of their being as mere beneficiaries, is also extremely important. CS4ME as a movement and a platform is playing a crucial role in capacitating and empowering communities and civil society in coordination and collaboration with partners and members, which needs to continue. As we have heard, CS4ME endeavors have been critical, and many more are expected to advance the ultimate goal of achieving and sustaining malaria elimination and prioritizing community focus. Through this journey, the role of CS4ME member organizations, particularly their enormous expertise and experiences at the grassroots in the countries, as well as their passion and knowledge, remains significant. I would like to profusely thank the CS4ME member organizations, the WHO, the Global Fund, the RBM, the 5% initiatives, and all other partners and stakeholders, especially at the local levels, and the CS4ME Secretariat. Wishing all happy, healthy, and meaningful New Year 2025, aiming to reduce the malaria burden and avert deaths, providing returns on investments. More and more subnational areas, provinces, and entire countries need to transition to elimination settings and eventually realize the zero deaths and zero indigenous cases. And malaria-free countries, which are there already and who are aiming at malaria-free situation, maintain their status and prevent malaria reintroduction and reestablishment with uninterrupted, equitable interventions, commitments, and advocacy from all, new tools and technologies, and sufficient resources. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Champa. Thank you for your closing remarks. Merci beaucoup, Dr. Champa. Dr. Champa est revenu particulièrement sur l'importance de pouvoir, si veut dire enseigner en dernier, l'importance de pouvoir prendre encore l'aspect du genre dans le contre-paludisme. Elle est revenue sur le rôle sur la présence des partenaires clés tels que l'OMS, le Fonds mondial, RBM et les autres partenaires qui soutiennent CS4ME et qui continuent à collaborer avec CS4ME dans le processus d'élimination du paludisme. Nous ne remercions jamais assez tous les membres du Steering Committee, ainsi que tous les membres de CS4ME qui, au quotidien, apportent leur pierre à l'édifice
pour pouvoir continuer à montrer la qualité et l'importance de la société civile dans tous les aspects de la lutte contre le paludisme. Once again, thank you so much, Dr. Champa, for your closing remarks. On va